Bonjour à tous. Je fais un mini test parce qu'on a la chance d'avoir un panel européen. Donc logiquement, ce que je suis en train de vous dire arrive en anglais dans les oreilles de mon voisin. Parfait. Bonjour à tous. Oula, salle quasi pleine, ça ne m'étonne pas vu le sujet. Bienvenue au CITEM et bienvenue dans cette première conférence de l'après-midi. Il nous manque un intervenant qu'on va récupérer, je pense, très rapidement, qui va, en entendant ma douce voix, venir, sinon j'irai le chercher de moi-même. On est ravis de vous accueillir pour parler de développement durable, d'éco-responsabilité, d'engagement sur ces valeurs. Pour simplifier, parce que le but de cet après-midi n'est pas de discuter des termes, on va parler d'éco-responsabilité tous ensemble, mais on voulait le faire avec une vision 360. Donc on a demandé à différents acteurs de venir évoquer avec nous ce sujet, qu'on parle de la gestion des bâtiments, qu'on parle de la production des expositions, du flux des visiteurs. Depuis quelques années, de nombreux acteurs se sont emparés, heureusement, du sujet et l'univers culturel, comme on l'a souvent entendu dire, se dépoussière, réagit. Enfin bon, il y a quand même beaucoup de gens qui agissent sur ce thème. La question, c'est comment on fait pour l'intégrer dans son action concrètement. Qu'est-ce qui fait d'un lieu culturel un acteur éco-responsable? Et puis, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui plante? Pardonnez-moi le thème, mais pour une fois, ce qu'on aimerait partager aussi, c'est du vécu. Qu'est-ce qu'on ne fait pas bien? Parce qu'au final, c'est peut-être ça qui est utile pour qu'on avance collectivement sur ce sujet. Et puis, finalement, qu'est-ce qu'on peut espérer atteindre d'ici 5, 10 ans, 30 ans, selon les objectifs et le champ qu'on se donne? Parce que finalement, si on n'essaie pas de réinventer demain, sans doute qu'on n'arrive pas à avancer. Ça fait beaucoup de choses, mais c'est un peu ce qu'on s'est donné comme feuille de route tous ensemble pour cet après-midi. Je vais d'abord remercier tous les participants que vous voyez autour de cette table d'avoir accepté notre invitation et de venir échanger sur ces sujets, chacun avec leur regard et leur histoire. Ils sont rangés par ordre alphabétique, comme ça c'est plus simple pour vous pour les retrouver. Avec Raphaël, je pense qu'il va nous rejoindre incessamment sous peu. Donc Mathieu Boncourt, qui est directeur de la communication et de la RSE au Palais de Tokyo. Étienne Bonnet-Candé, qui est administrateur général du Palais des Beaux-Arts de Lille. Et à chaque fois j'oublie, il n'y a pas que le Palais. Nathalie Boutet, qui est présidente de la société Ducarawa Grange, qui nous expliquera un peu son métier et comment elle agit sur ce thème. Raphaël Gerson, qui est dans les parages et qui va représenter l'ADEME. Simon Givelet, qui est membre du collectif d'architecture ZERM. Fanny Legros, qui est la présidente et fondatrice de Carbon Fraud et cofondatrice de Plint. Et Daniel Vega, qui nous fait l'honneur de sa présence venue d'Espagne, qui est le directeur adjoint des expositions et de la conservation du Guggenheim à Bilbao. On a... Pardon? Raphaël? Non, je crois pas. Si, c'est bon. Raphaël arrive. C'est bien parce qu'il va pouvoir sprinter jusqu'à la scène pour répondre en premier à la question. Je plaisante. Je vous laisse le temps d'arriver, Raphaël. On a beaucoup échangé, on s'est questionné sur cette notion d'éco-responsabilité, où on se met un peu la pression, et finalement, on avait envie de se dire qu'est-ce que ça veut dire d'être bon quand on est éco-responsable, comment on se dit qu'on a réussi, en fait. Je vais peut-être commencer par Mathieu. Comment on est bon sur ce sujet de l'éco-responsabilité? Ça marche tout seul. Bonjour à toutes et tous, merci pour cette question. En fait, je pense qu'on est bon quand on accepte qu'on ne l'est pas. Quand on accepte qu'on ne l'est pas, qu'on le dit, et que ça devient le point de départ d'une amélioration. C'est ma conviction profonde. Et aujourd'hui, on n'est pas bon. Et c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas être bon. On est tous et toutes engagés dans des processus, des expérimentations, des tests. Et on doit accepter que nous ne sommes pas bons parce que c'est, enfin, encore une fois, le point de départ d'une amélioration. Et ce pas bon, si possible, on doit faire en sorte de commencer à le mesurer, parce que c'est bien de dire qu'on n'est pas bon, c'est bien de le reconnaître, c'est bien de l'afficher, mais c'est encore mieux de savoir à quel point on n'est pas bon, puisque c'est encore une fois à partir de ce point de départ qu'on va travailler pour devenir un meilleur. Après, je pense que d'autres autour de cette table ronde seront d'accord avec moi pour dire que être bon ou pas bon sont déjà des indicateurs, je dirais, un peu dépassés.
Parce qu'on est souvent encore aujourd'hui dans une démarche de compétition, hein, être le meilleur, être la meilleure, le pionnier, le premier, le plus fort. C'est pas un objectif. C'est pas un objectif qu'on doit poursuivre, hein. Être bon, c'est d'ailleurs même probablement pas un objectif qu'on doit poursuivre. En revanche, s'améliorer est l'objectif qu'on doit poursuivre. Pourquoi je dis qu'il faut mesurer ce degré de pas bon? Parce qu'en fait, aujourd'hui, il est très peu mesuré. Alors ça, je pense que Raphaël pourra en parler beaucoup mieux que moi, mais dans le monde de la culture, ce pas bon, il n'est pas mesuré. Il n'est pas connu. On ne sait pas à quel point on est... quel est notre impact? L'impact du monde de la culture, il est connu pour un certain nombre de secteurs. On peut parler du spectacle vivant, par exemple. On peut parler du cinéma, et encore, il est partiellement connu. Alors, dans le monde des arts visuels, il est, pour le coup, vraiment très peu connu. On a très peu de données. On commence à en avoir grâce, encore une fois, à des acteurs qui sont autour de la table. L'ADEME accompagne un certain nombre d'établissements, je pense. Fanny Legros, d'autres établissements. Et donc, on aura l'occasion d'en parler, mais il faut le mesurer. Voilà. Aujourd'hui, moi, je suis le directeur de la communication et de la RSE du Palais de Tokyo. Nous n'avons pas mesuré notre impact. Voilà. Nous savons que nous ne sommes pas bons, mais on ne sait pas où. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas l'ampleur du désastre. On ne connaît pas l'ampleur du désastre. On a une petite idée. On est en train de réaliser un bilan d'émissions de gaz à effet de serre. Ça aussi, c'est un indicateur. On pourra discuter de la pertinence de cet indicateur. En tout cas, c'est celui qu'on a choisi. Et avant de commencer par ça, on a décidé de mesurer de façon qualitative, avant de la mesurer de façon quantitative, en confiant, il y a déjà 2 ans, la réalisation d'un audit à un collectif qui s'appelle Les Augures, dont vous avez certainement toutes et tous entendu parler. L'objectif étant, avant de mesurer de façon quantitative, de mesurer de façon qualitative nos degrés de préparation au changement, au renoncement, ce qui a mesuré le chemin déjà parcouru et le chemin qui nous restait à parcourir. Sur ces questions de mesure, Étienne, peut-être côté Palais des Beaux-Arts, vous avez fait la même démarche. Je me dis des institutions peut-être pas comparables, mais en tout cas qui ont une taille suffisante et peut-être les moyens de ces questionnements. Vous en êtes tous sur cette échelle du bon, pas bon, comment tout ça est mesuré? Déjà, sur la question de l'échelle du bon et du pas bon, il faut vraiment rappeler que sur ces thématiques-là, il est important de rester modeste, véritablement, parce qu'on est sur des sujets qui sont nouveaux pour nous, sur lesquels il y a encore beaucoup d'inconnus. En matière de mesure, il y a encore quand même pas mal de choses qui ne sont pas sues, et on n'est même pas totalement certain que les décisions légitimes qu'on peut prendre aujourd'hui en responsabilité seront forcément celles qui seront pertinentes dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc ça, c'est aussi important, effectivement, de ne pas être dans une course sur ce champ-là à nouveau à la compétition pour tirer son épingle du jeu, mais d'essayer de voir comment être le plus opérationnel possible. En la matière, si difficile de décerner des bons et des mauvais points, à fortiori de se les attribuer, on peut quand même regarder, et ça c'est assez important, ce qui peut être congruent, ce qui commence à relever de la bonne idée, où on sent que certains se sont engagés. Et ça a été un gros travail quand on s'est lancé dans cette démarche, de savoir ce que ça pouvait vouloir dire d'être éco-responsable pour nous et de se fixer des objectifs, d'aller voir en fait toute une série d'institutions muséales, et puis toute une série de partenaires, de prestataires, etc., qui avaient aussi des choses potentiellement à nous dire et surtout à nous apprendre. Nous, ça a été beaucoup le MUSEM, Confluence, la réunion des musées de Rouen, Universcience, enfin d'autres également. Puis la liste est loin d'être exhaustive, et puis chacun d'une certaine manière à la sienne. Le point commun, c'est qu'il y avait des idées à partager, des choses à tester. Et une des manières d'être bon, pas bon, peu importe, c'est premièrement d'expérimenter, j'allais dire de faire, mais enfin c'est plutôt de tester, d'oser à un moment donné commencer à avancer, sachant que c'est un cheminement qui paradoxalement est très lent. Si on veut vraiment aller vers de l'éco-responsabilité, il faut changer le corps, le cœur de la structure. On est dans des logiques bâtimentaires parfois qui sont très lourdes, qui nous dépassent sur des chantiers de réhabilitation qui se chiffrent en dizaines ou en centaines de millions d'euros, dont on sait qu'ils vont s'étaler sur plusieurs années. Donc il ne faut pas avoir un objectif de rentabilité à très court terme. Et en même temps, sur la partie éco-conception d'exposition, vous voyez bien le temps qu'on met à faire une éco-conception, enfin une exposition, ça peut aller vite, ça peut être 2 ans, 3 ans, entre le moment où on commence à se fixer quelques objectifs, le temps où on peut les réaliser, chiffrer, avoir un bilan. Deuxièmement, et ça c'est très important, ça je rejoins complètement Mathieu sur ce sujet, il faut chiffrer. En tout cas, rentrer dans une démarche d'analyse qualitative, quantitative. Nous, ça a été le fait de faire un bilan carbone, qui est plutôt un rapport d'impact d'ailleurs, sur un objet qui était l'exposition,
parce qu'on n'avait pas de levier d'analyse pour savoir si les décisions qu'on avait commencé à prendre, de dire on va faire venir moins d'œuvres, si possible de moins loin, est-ce qu'elles sont efficaces. Le fait de réemployer une partie de nos scénographies d'exposition en exposition, ce qui est quand même très lourd, très compliqué à porter, il faut changer toute la chronologie de montage, est-ce que ça a un impact réel? Donc là on commence, parce qu'on est en train de le finaliser sur la première éco-conception d'exposition, on commence à voir se dégager des leviers. Et la troisième chose, ça c'est très important, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est de partager, d'échanger. Beaucoup de ce qu'on est en train de définir se fait sur le terrain, sur le tas. Moi j'insiste beaucoup, il n'y a pas qu'un rapport entre institutions du Palais des Beaux-Arts pour ce qui nous concerne nous avec nos homologues. On est très nombreux dans la région des Hauts-de-France, il y a les institutions parisiennes, il y a d'autres acteurs, mais il y a aussi les prestataires, les scénographes, toute une série d'acteurs, parfois pas du tout issus du monde de la culture. Enfin, il y a l'ADEME, on peut s'appuyer sur d'autres types de relais. Il est très important qu'on puisse, notamment pour savoir si on est bon ou pas, échanger pour faire circuler les idées et les initiatives, essayer d'essaimer et continuer cette expérimentation, parce qu'on est vraiment en train de constituer un corpus de connaissances et d'outils d'action. Alors, sur ces outils d'action, on en a parlé, on les a évoqués. On avance et on construit, il faut toujours des baromètres. Là, je vais peut-être me tourner vers Fanny pour me dire, en fait, de quels outils on parle, le bilan carbone, les cycles de vie, comment tout ça fonctionne. Alors, on n'a pas le temps de faire un cours détaillé, mais peut-être nous expliquer la mécanique qu'il y a derrière ça. Et peut-être en rebond, Raphaël, sur comment l'ADEME, qui est, on va dire, le sachant transverse au-delà de notre secteur sur ce sujet, peut nous aider à savoir nous évaluer et nous mesurer. Alors, je vais revenir là. Je crois que si ça fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, les outils, c'est quand même... alors, je suis heureuse de vous entendre dire qu'il faut quantifier. Je trouve ça assez génial. On ne l'entend vraiment pas beaucoup. Donc, merci pour l'avoir vraiment dit aujourd'hui. Effectivement, on parle d'éco-conception. Et dans cette éco-conception, on vient regarder l'analyse d'un cycle, d'une exposition, d'une production, d'une foire. Et dans ce cycle, on vient amener des outils comme l'analyse de cycle de vie qui vont permettre de quantifier, au-delà d'un bilan carbone, au-delà d'une empreinte carbone plutôt, quelque chose qui va, au lieu d'avoir un seul entre guillemets, impact calculé, plutôt nous, en tout cas 17. Donc c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus global. Et en fait, on a des... je ne sais pas s'il y a une slide encore différente, encore celle d'après, voilà. En fait, si on avait fait une empreinte carbone de la foire à Paris, on aurait simplement l'impact que vous avez là-haut, moins 40%. Le changement climatique, ouais. En haut à gauche. Et donc, aujourd'hui, on en a calculé 17. C'est la première fois que ça a été fait. Et en fait, ça montre surtout qu'il y a des impacts qui sont très, très importants, notamment celui du changement climatique. Mais par exemple, l'acidification des sols, les eaux douces, la problématique des rivières, l'épuisement des ressources. Et il faut aller très, très vite parce qu'on a besoin de calculer bien plus de choses que simplement l'empreinte carbone. Jusqu'à la toxicité humaine, cancer, jusqu'à les émissions de particules fines. Et qui montre d'autres aspects aussi de notre impact, qui n'est pas très sympathique, parce qu'on voit qu'effectivement, il est important. Mais en fait, tout de suite, il faut effectivement, et ça je rejoins encore ce que vous avez dit, mettre les mains dans le cambouis. N'ayez pas peur de le faire, vraiment, je vous y invite. Et en plus, c'est extrêmement intéressant, parce que vous allez voir, finalement, ça met un peu à nu, et parfois, c'est des très très bonnes choses qui en sortent, principalement d'ailleurs. Alors du coup, c'est quand même des techniques de mesure qui n'existaient pas forcément. Est-ce qu'il y a des outils de référence? Est-ce qu'il y a des accompagnements? Comment vous avez pu faire émerger ça? Est-ce que l'ADEME peut-être joue un rôle sur ce sujet? Peut-être rappeler en 2 mots, parce que je ne sais pas si tout le monde connaît l'ADEME dans la pièce, votre impact et comment vous interagissez sur ces questions de mesure. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Je n'ai pas l'habitude des tables rondes qui commencent à l'heure, donc bravo. Et bravo également pour l'organisation de cette conférence. En très bref, l'ADEME, c'est un établissement public qui dépend principalement du ministère de l'Environnement, enfin de la transition écologique et solidaire, pour reprendre les termes actuels, même si ça va encore bouger dans quelques semaines. On est aussi sous tutelle du ministère de l'Environnement et de la Recherche. Et en gros, on est un établissement public d'1 millier d'agents répartis sur 3 sièges. L'ADEME, c'est la fusion de 3 agences il y a 30 ans et 50% sur le terrain dans les directions régionales. Donc moi, je représente l'ADEME Île-de-France et donc on est une 30aine en Île-de-France pour accompagner les acteurs, pour les aider dans leur transition écologique. Donc on a 3 cibles, entreprises, collectivités
et le grand public. Et on fait 3 choses. On fait du conseil et de l'expertise pour ces 3 cibles. On fait de l'animation de la transition écologique et bien sûr on accompagne via des guides, des formations et via des aides financières un grand nombre de projets. Le budget de l'ADEME, c'est 1 milliard d'euros par an et à l'échelle de l'Île-de-France, c'était plus de 160 millions et plus de 600 projets aidés l'année dernière. Donc il faut se tourner vers vous quand on se pose ces questions-là et qu'on voir. est dans la culture. Donc voilà, tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des lauréats présents à cette table, donc des lauréats qui ont tout compris, parce que là, moi, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, ça commence par un diagnostic, par une évaluation. Et ensuite, il faut aller plus loin et il faut mettre en place des plans d'action. Et il y a des outils pour ça. Hein. Il y a donc, vous les avez mentionnés, diagnostic, gaz à effet de serre, analyse de cycle de vie, puis des outils type décarbonation qu'on porte avec la BPI, qui permet vraiment de définir un plan d'action et ensuite de le mettre en œuvre et enfin de l'évaluer. On a souvent tendance à oublier ces dernières étapes. Et vous avez raison de dire qu'il faut être humble, tout à fait, hein, dans le constat, mais il faut être aussi ambitieux parce que, comme on va le voir tout à l'heure, on a vraiment, vu le retard qu'on a pris, faut vraiment se fixer des objectifs importants. Et puis j'avais envie d'ajouter qu'il faut être également mobilisateur. Il ne faut surtout pas laisser le domaine de la transition écologique à un responsable RSE quelque part dans votre structure. Il faut vraiment employer tous les acteurs et tous vos salariés, parce que toutes les personnes qui agissent, parce que il y a vraiment des leviers pour décarboner une activité sur l'ensemble des domaines. On entend bien sûr parler d'énergie, mais l'énergie, c'est pas que du nucléaire et de l'éolien, hein, c'est de l'énergie chaleur renouvelable à l'échelle de bâtiments qu'il faut rénover et qu'il faut ensuite alimenter par des sources de chaleur renouvelable. On parle aussi beaucoup d'économie circulaire et de déchets, mais ça descend jusque dans l'alimentation et l'approvisionnement des structures. On parle également d'autres leviers qui font partie du scope 2, comme on dit techniquement, mais sur la mobilité, hein, comment les employés de vos structures se rendent à vos lieux de travail, etc. Donc, comment votre politique d'achat, enfin, voilà, il y a un certain nombre de leviers, hein, vous en avez identifié beaucoup, qui peuvent être activés pour tous les acteurs. Donc, nous, on n'a pas de dispositif qui porte précisément sur le monde de la culture. En revanche, on a pléthore de dispositifs qui peuvent concerner voilà, tous les acteurs. Je ne l'ai pas mis sur le slide, mais finalement, l'adresse la plus importante, c'est agirpourlatransition.adem.fr. agirpourlatransition.adem.fr, c'est là que vous avez tous les dispositifs. Et j'ai envie de parler aujourd'hui, forcément, vu qu'il y a des lauréats, du dispositif Tremplin. Tremplin, c'est un dispositif qui a été lancé dans le cadre du plan de relance, qui a pour but vraiment de mettre le pied à l'étrier de toutes les entreprises, de toutes les PME qui souhaitent commencer leur transition écologique ou la continuer, parce qu'il y a une trentaine d'actions éligibles. Donc je ne vais pas vous les lister là, mais qui commencent par des diagnostics et des études, qui vont ensuite vers un certain nombre d'actions pour les grands postes dont on a parlé, pour l'énergie, pour l'économie circulaire et pour l'éco-conception. Voilà. Et donc une trentaine d'actions éligibles. J'insiste parce que c'est un dispositif un peu nouveau à l'ADEME, parce qu'il commence un projet de 5 000 € est éligible. En général, l'ADEME, c'est des plus gros budgets que ça. Là, dès 5 000 €, le projet est éligible et jusqu'à 200 000 €. Donc, ce n'est pas que pour les petits projets. On peut faire des projets un peu plus gros sur une trentaine de thématiques. Et donc là, on accompagne. Et voilà. Et effectivement, on a essayé de simplifier au maximum avec on n'est pas en mode instruction de dossier là. On est en mode guichet. Vous remplissez sur la plateforme Agir, vous mettez un devis, il y a des aides forfaitaires en pourcentage du devis et ça va très vite. Vous cliquez et c'est validé. Voilà. Donc, non mais c'est vrai, ouais. C'est vraiment ça. Et donc voilà, donc faut aller vite parce que c'est une enveloppe qui est déjà bien entamée, parce que c'est un dispositif qui a eu du succès et qui a été lancé dans le cadre du plan de relance en 2020. Mais il reste encore des fonds disponibles, donc n'hésitez pas à aller sur cette plateforme. Si certains dans la salle veulent se lancer, vous savez à quelle porte toquer, on vous a donné l'adresse mail. Je reprends un peu les termes que vous avez tous évoqués. Pour réussir, en fait, il faut peut-être être humble,
être ambitieux en même temps et être mobilisateur. Je vais me tourner vers Daniel. Comment ça résonne à vos oreilles pour le Guggenheim? Est-ce que vous avez réussi à faire des actions concrètes? En termes d'ambition, je sais qu'il y a un plan stratégique du musée. Peut-être est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur comment ça résonne pour vous à Bilbao? Sure. Well, first of all, thank you so much for inviting me to join this roundtable. I'm very sorry for my very poor French. That's the reason I'm here with the speakers. I'm not sure if we can say if we are doing good. I think what we have to try is to do better, at least better. I think that's our approach. Well, in Bilbao, we believe we may be doing better if we try to understand really our processes, like our operating processes, like what's the impact of what we are doing. I think that's really the start, to be conscious about what's going on. That means things as trying to understand, well, not only like direct or indirect greenhouse emissions that we are producing with our activity, but there's issues as contamination. It's not only about climate crisis. So I think that's really the very first step, like try to understand what's going on, and that requires carbon footprint measurement as a tool. I don't know if you can perhaps. Well, let's stop here. That's a spreadsheet from the time we really start the process. Like 2020, we launched our new 2021-2023 strategic plan in Bilbao, and we decided it was really the time to bring sustainability into the very core of the museum. So sustainability became one of the main actions in our new strategic plan. So the start of the conversation was, well, what have we done in the past? Because there was many things going on in different departments, but there was no institutional, like, round knowledge of what was going on. And we were very, very surprised to see that there was so many things going on. And we did calculate that we had made the museum more efficient by approximately 40%, just with, technology updates mainly and energy savings. But, that was our start, like to understand what we had done in the past and what we could do better. So if we jump to the next slide, here on the base on the right, you can see the impact in electricity consumption of those measures we took in a very unstructured manner. It was just, trying to save money, trying to do things in a proper way, trying to use new technologies, and you see we came down approximately to 1/3 of the original electricity consumption, which is a lot. And that happened by itself, mainly. So when we launched this strategic plan, part of it was, well, before everything, let's try to measure our carbon footprint. And it was a very difficult process, I have to say. I think we all have shared the many things we can do, but there is a huge lack of standards, of shared ways to do things. Of course, there's many industries are measuring their carbon footprint, but when you really go and try to measure the carbon footprint of a plexi vitrine of a museum with a museum painting and cardboard, museum cardboard, it's not that easy to go into that. So what we try to start in a modest way. So what you can see there on the left is 2019 carbon footprint of the museum, not only stage 1, which is direct emissions from the museum, not only stage 2, which is indirect emissions by electricity consumption, but for the first time, we really tried, and I think it's one of the first times like a large museum has really tried to measure stage 3 indirect emissions. In our case, we focus on staff travel, staff transportation, but also the transportation, the shipping of all artworks in the complete 2019 program, which was very difficult, very challenging process because we had to work with an external consultant, do benchmarking, see different ways of measuring,
And you know, the main goal was to really start the process, because we know this not even 5,000 tons is just a fraction of our carbon footprint, because we are not measuring yet construction, pedestals, retail, restaurant. There's so many things for us to measure. So that's really the start for us. What else we can do to try to be better? Well, we certainly can define let's say a mental structure for the museum. Like if you want to make an action plan, you need to have a base structure. And we solve this by developing what we call our strategic frame for sustainability. I think that's on the next slide. That's it. So this is, well, those are the main axes of our strategic plan. There are 6 main axes and then 3 transversal ones, and that's where we are basing our action plan. That's really where we are starting from the roots to try to define which are the objectives, in this case for our first action plan, which is 2022. And if I may say very briefly, I think really what is very core and relevant to try to be better is to raise awareness internally, like for the staff. Everyone needs to understand what's going on, but externally, like we need to try to bring sustainability to every single part of our activity. Program, exhibitions, public programs, education, retail, restaurant, like visitors, local community, artists, galleries, lenders, other museums. We are collaborating with stakeholders. They really need to get it. And well, that's a bit our process. Au final, quand on vous écoute pour les 3 institutions qui ont parlé pour l'instant, on a l'impression qu'avec de grands pouvoirs comme viennent de grandes responsabilités, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça, mais en tout cas, quand on est une grande structure, on peut agir. On a plein de leviers et on a quelque part une obligation de faire quelque chose. Je vais me tourner vers Nathalie, parce que dans la préparation, on en a beaucoup discuté. On se dit finalement, vous avez combien de personnes dans votre structure? Donc du Carreau-à-Granges, on est 12 salariés. 12 salariés. Qu'est-ce qu'on fait quand on est 12 salariés sur ce sujet? On peut agir. Donc oui, moi j'ai plaisir à venir témoigner parce que il faut que tout le monde agisse et pas que les gros et pas que les petits, et tout le monde peut faire des choses à sa mesure. Donc nous, du Carreau-à-Granges, on est une entreprise du patrimoine vivant. On a plus de 80 ans d'existence, donc il y a quelque chose qui nous anime depuis 80 ans, c'est l'excellence de nos savoir-faire. Et on est très préoccupé par la pérennité de nos savoir-faire. Du coup, moi je gère l'entreprise comme mes prédécesseurs en bon père de famille. Aujourd'hui, gérer une entreprise ou gérer une structure en bon père de famille, on ne peut pas faire l'autruche avec ce qui est en train de se passer et qui, aujourd'hui, n'est scientifiquement plus contesté. Donc, moi, si je veux pouvoir retransmettre mon entreprise dans 20 ans, je suis obligée de m'occuper des sujets réchauffement climatique et préservation des ressources. C'est une question de... Ça n'est pas que une lubie écologique. Pour moi, en tant que chef d'entreprise, c'est une question de pérennité. Et je me retrouve beaucoup dans ce qui a pu être dit par mes collègues. Humilité, mais ambition. Enfin, l'objectif à atteindre, il est ambitieux. Donc il faut vouloir être ambitieux, mais on peut agir même quand on est tout petit. Donc nous, on faisait historiquement plein de choses en termes de RSE, parce que le savoir-faire et donc le social dans l'entreprise, le développement de la polyvalence, de créer un état d'esprit constructif, c'est ce qui nous anime depuis des décennies et qu'on essaie de préserver. Le faire en préservant nos ressources, ça nous anime aussi. Donc on a fait tout un tas de choses par le passé, plus ou moins efficaces, plus ou moins... voilà, il y a des échecs, des choses qui marchent, des choses qui ne marchent pas. Et puis à un moment donné, on se dit, mais c'est quoi la suite? Enfin, qu'est-ce que je vais faire pour continuer à m'améliorer? Et donc là, on se dit, il faut mesurer. Voilà. Donc on a... intégrer une promotion climat, qui est un dispositif de la société Weekant, qui est une start-up qui fait aussi des promotions dans le secteur de la culture. J'ai pu le faire parce que j'ai bénéficié d'une subvention ADEME. Donc à mon échelle de petite structure, on arrive quand même à faire des choses parce qu'il y a aussi de l'argent public qui nous aide à le faire.
Et ce travail en collectif nous a mis en lien avec d'autres acteurs de la culture. On a travaillé avec l'Opéra de Lyon, mais des entreprises aussi qui n'avaient rien à voir avec notre secteur d'activité. Ça a été une forte source de progrès, de collaboration, d'impact territorial. En fait, on se rend compte qu'on peut faire plein de choses quand on est plusieurs, même quand on est tout petit. Et nous, on a découvert un truc assez formidable. C'est qu'en fait, quand on commence à agir et qu'on est tout petit, on est un signal d'alerte énorme pour des très gros. Et du coup, on s'est rendu compte qu'on avait un pouvoir qui n'était pas du tout estimé au départ. Et c'est pour ça que je viens témoigner, parce qu'en fait, la communication fait partie aujourd'hui de notre plan d'action bas carbone. Parce que c'est quelque chose qu'on a découvert en interrogeant nos fournisseurs, en interrogeant nos clients. Ça faisait plus de 2 ans, par exemple, qu'on travaillait avec nos fournisseurs de plastique pour s'approvisionner en plexi et en PVC recyclé. On a des très grands noms du plastique qui ne voulaient même pas nous faire de devis en disant mais c'est un peu plus cher. C'est 5% l'écart. Aujourd'hui, les fournisseurs comme nous ont subi des hausses de 50 à 100% d'augmentation depuis le Covid. 5%, c'est finalement pas grand-chose. C'est pas ça qui va faire le choix. Mais bon, j'ai des gros fournisseurs qui ne voulaient pas nous faire de devis en disant vous êtes tout petit, vous nous emmerdez en gros, pour parler vulgairement, mais c'est ce qui nous faisait comprendre. Vous nous faites perdre notre temps. Et puis un jour, ils ont réalisé qu'en fait, on avait passé commande ailleurs et que l'entreprise qui leur passe des commandes depuis 40 ans, tout d'un coup, elle ne les passe plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tout d'un coup, ils nous renvoient des offres et ils sont en train de se bouger et ils nous disent mais on a remonté ça à notre direction commerciale. En fait, il y a des gens qui sont la tête dans le sable et qui veulent rien faire et qui veulent rien entendre. Ces gens-là, moi, entreprise de 12 personnes, alors franchement, j'ai 0 pouvoir et j'en aurai 0 demain. Par contre, des gens qui ont envie de faire des choses, quand ils se réalisent que des tout petits font, là, ils se disent ah là, mais alors pourquoi moi j'ai toujours pas rien fait, parce que personne n'a rien fait, mais pourquoi moi j'en fais pas plus et pourquoi lui y arrive et pas moi? Et ça crée une espèce de dynamique très positive. Et nous, on est aidés par des clients, on est aidés par des fournisseurs. Enfin, ça crée vraiment des choses et des leviers qu'on n'avait pas imaginés. Et c'est ça dont j'ai plaisir à venir témoigner. En fait, le plus dur, c'est de se mettre en action. C'est de se dire, allez, j'y vais. Et maintenant, j'y vais avec une méthodologie, avec des experts, avec des gens qui vont m'accompagner. Je n'y vais surtout pas seule, mais j'y vais. Et c'est vraiment ça l'étape la plus difficile. Si je reprends un peu ce que vous nous avez dit, si j'essaie de cocher les cases pour être bon, alors il faudrait mesurer, il faudrait communiquer, il faudrait susciter l'émulation, voire la jalousie, des réactions d'orgueil, peut-être de se dire c'est moi le plus gros, si le petit fait mieux, pourquoi moi je ne fais rien? Simon, je me tourne vers vous. Est-ce qu'on est bon si on fait ça? Ou qu'est-ce qui manque pour être bon? Bonjour à tous. J'ai l'impression que c'est un peu une question rhétorique. On y a tous un peu répondu en disant c'est pas vraiment la question. En fait, il y a des organismes vivants qui ont des impacts positifs sur l'environnement. Nous, en tant qu'espèce, peut-être, mais ça doit être à la marge. Donc, si des gens se contentent d'avoir pas trop d'impact négatif, en fait, il y a une solution, c'est qu'il ne faut pas ouvrir l'expo, il ne faut pas prendre la voiture, il ne faut pas être, en fait, pour pas avoir d'impact. Et donc, j'ai entendu, je crois que c'est Mathieu Boncourt qui disait il n'y a pas très longtemps, on ne renoncera pas à montrer l'art. Enfin, je suis d'accord avec ça. Ça veut dire qu'en gros, il y a un prix à ça. Et ce prix, il n'a pas une seule devise, il en a au moins 17, comme on vient de le voir. Donc, en fait, on sait qu'il y a un prix par rapport à quelque chose qu'on a envie de faire et qu'on a besoin de faire. Et donc, c'est pas tellement, du coup, c'est plus vraiment une question d'être bon ou mauvais. Et l'autre chose, c'est que je pense qu'il ne faut pas mettre trop de morale là-dedans parce que c'est pas bon. Enfin, je pense que c'est pas trop la question d'être bon ou mauvais sur ce plan-là. C'est plutôt est-ce qu'on veut conserver un cadre de vie à peu près correct? Est-ce qu'on veut préserver la vie, la biodiversité? Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? Et effectivement, là, d'un coup, on oriente beaucoup plus, on définit, on précise les problématiques. Et problématiques qui sont déjà en cours, en fait. Donc, la dernière chose sur le bon ou le mauvais, je pense qu'il faut faire aussi déjà le deuil que la catastrophe elle est déjà arrivée, elle est déjà là. Enfin, il y a déjà des espaces qui ont disparu. En soi, déjà, c'est une catastrophe. Et ça date il y a déjà des années qu'on dit ça. Donc, voilà, je pense que faut faire le deuil de ça. Faut accepter le fait qu'il y a la catastrophe, on est déjà dedans, 2 pieds dedans. Et que du coup, plutôt, je pense que c'est plutôt intéressant d'aller identifier les mécanismes sur lesquels on a beaucoup d'influence, et je pense que c'est à travers nos professions plus qu'à travers. Enfin, c'est bien d'individuellement s'engager, mais à travers nos professions, c'est décuplé. Et de s'identifier à un objectif et d'y aller. Finalement, c'est un peu comme le reste de la vie, quoi. C'est plus si différent.
de marcher quand même. De se dire que finalement, on est mauvais, il faut qu'on l'accepte, mais qu'avec des petits pas, on peut y arriver concrètement. Pour rebondir sur ce que disait Simon, on a voulu aussi réfléchir à ce qui marchait pas. Les uns et les autres, vous avez lancé des projets, des actions collectives ou plus locales. Je vais peut-être me tourner vers Étienne, côté Palais des Beaux-Arts. Il y a eu plusieurs dispositifs, que ce soit Goya, les expositions immersives. Quel questionnement ça a suscité, peut-être sur des questions éthiques ou sur des questions techniques? Comment vous avez agi? Et peut-être s'il y a un projet dont tu es fier ou qui vous a permis d'avancer, je sais pas, une fierté d'ego, mais une fierté de concrétisation de choses. Peut-être prendre un exemple pour illustrer ces démarches-là. Mais il y a deux éléments qui peuvent venir illustrer ce qui a été un succès, sans doute en tous les cas un peu une surprise pour nous. D'emblée, on s'est dit qu'il fallait que cette démarche, plan de mise en éco-responsabilité de notre musée soit quelque chose de partagé en interne et en externe avec l'ensemble de nos publics et de nos partenaires. En interne, donc on a essayé de travailler justement sur des questions de transversalité, d'horizontalité, ce qui n'est pas un vain mot, hein, c'est pas uniquement pour reprendre les termes un peu actuels du bon management et autres. En fait, on a commencé d'emblée à dire, mais finalement, sur cette démarche, c'était il y a 3 ans, qui est intéressé pour participer. Et en fait, en levant la main, on s'est rendu compte que la quinzaine, la vingtaine, la trentaine d'agents qui étaient partants étaient représentés en fait des entités extrêmement diversifiées. Ce qui n'était pas forcément quelque chose qu'on avait anticipé spontanément, mais il y avait des gens à la régie des œuvres, il y avait des gens à la régie technique, il y avait des gens chez les concessionnaires, il y avait des gens à la programmation culturelle, il y avait des gens à la conservation. Bref, c'était assez homogènement, d'une certaine manière réparti. Ça, c'est une véritable force. Parce qu'après, il y a toujours le débat de savoir est-ce que ça doit venir du haut et être piloté, est-ce que ça doit venir d'en bas et être animé. De toute façon, ça ne peut pas être l'un sans l'autre. Il faut bien que ce soit animé. Il faut bien quand même à un moment donné qu'on ait des relais dans les deux sens. Et un des vrais succès, je trouve, c'est qu'on a plutôt bien réussi à faire évoluer aussi cet état de fait, parce qu'on est sur des secteurs qui deviennent très rapidement techniques. Il faut faire beaucoup de veille, il faut sortir de ces zones de confort, il faut aller chercher de l'expertise parfois très compliquée à comprendre sur les questions de bilan carbone, d'analyse en cycle de vie. Ça devient parfois, donc ça nécessite de l'incorporation, et on se rend compte que 3 ans après avoir commencé, on a non seulement perdu personne, mais on a peut-être même plus réussi à convaincre et à entraîner des gens qui dans l'ensemble sont plutôt assez moteurs. Et ce constat-là, on le retrouve en parallèle aussi vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a très rapidement dit, si on le fait, il faut qu'on communique. Pas uniquement pour en faire un levier de communication et d'attractivité. Je ne suis pas certain que le public soit particulièrement prêt pour venir voir une expo parce qu'elle est éco-conçue. Ce serait bien dans l'absolu, mais c'est pas ce qu'on essaie de vendre en fait dans l'absolu. En revanche, ne pas profiter de notre statut éventuellement d'accélérateur de particules ou de, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, de lieu social en fait, sociétal, citoyen. On pensait que c'était dommage. Apparemment, on n'est pas les seuls, parce qu'on est pas mal de musées communiquent aussi sur ce type de sujet. Donc, ce que vous voyez derrière, par exemple, c'est des panneaux qu'on affiche à l'entrée de nos expositions en grand format pour essayer de donner quelques éléments chiffrés. C'est quoi une éco-conception concrètement, réemployer, c'est combien de pourcents, donner des exemples un peu concrets. Et en le faisant, on était un peu embêté parce que déjà, c'est quand même un objet un peu non identifié en matière de communication en tant que tel. C'est un peu un sujet. Nous, généralement, on est plutôt sur les rayonnements, la beauté, l'esthétique, etc. Pas trop sur ce type de sujet. Donc on ne savait pas si ça intéresserait. Deuxièmement, c'est quand même très rapidement assez technique, pour ne pas dire rébarbatif. Et on avait aussi beaucoup entendu des choses. Attention au backlash, vous commencez. On fait partie un peu quand même des pionniers, pas le Palais des Beaux-Arts, mais ceux qui commencent à s'engager, qui commencent à communiquer. Donc attention, vous commencez à fixer des objectifs. Le premier truc qui va venir, si on fait une 3e exposition, c'est pas à 65% qu'on réutilise, tac, ça va tomber. Donc il fallait rester modeste, humble, quel que soit le mot qu'on emploie. Et on se rend compte que ça n'a pas été la révolution absolue, mais ça intéresse. Dès qu'on fait de la programmation culturelle sur ces sujets, dès qu'on communique sur cette thématique, dès qu'on affiche, on a des taux, parce qu'on a testé combien de personnes lisent ces panneaux à l'entrée de l'exposition. Approximativement 40% des gens qui voient une exposition. C'est-à-dire qu'après coup, sur un panel de 200-250 personnes est-ce que vous avez vu, 40% sont capables de dire ils l'ont vu et 30% en tout de restituer des informations. Voilà.
Entre parenthèses, ce serait bien qu'on fasse les mêmes chiffres sur les cartels, cartels dans de les œuvres, mais c'est un autre C'est débat. un autre débat. Toujours est-il qu'on voit qu'il y a là aussi potentiellement un véritable sujet. On avait les mêmes thématiques parfaitement légitimes au sein notamment de la conservation, de dire qu'il ne faut pas faire dire n'importe quoi aux œuvres. On est un musée de beaux-arts, pareil sur l'art contemporain, pareil sur tous les sujets de sujets. On n'est pas que là pour faire des expos sur la forêt, sur les arbres, sur les oiseaux. On ne va pas s'en sortir sinon. Et puis il ne faut pas tordre le bras. Il n'y avait pas d'artistes, écologistes, je sais pas, à toutes les périodes, selon nos critères à nous. Ça ne nous empêche pas quand même d'essayer de trouver des accroches. Et voilà, on a fait, nous, une petite galerie qui s'appelait Paysage Avant, qui devient maintenant une galerie préconscience écologique, parce qu'au 19e, il y a effectivement une préconscience, notamment autour de l'école de Barbizon, sur ces questions d'environnement, autour de peintres assez actifs et qui vont réussir à faire protéger la forêt de Fontainebleau. On pense que c'est un sujet et que ça peut répondre à une préoccupation. On voit de l'histoire de l'art, il y a un aspect esthétique, et en même temps une préoccupation plus fortement citoyenne. Ça veut dire que sur ces actions-là, on voit quelques relais. Tu parlais de sensibilisation. Mathieu, je me tourne vers toi. En fait, aux côtés du Palais de Tokyo, la sensibilisation, elle a même touché d'autres cercles. Vous avez fait des actions aussi auprès des mécènes. On peut parler de la programmation. Et puis peut-être certains sujets sur lesquels vous achoppez. Vous m'avez tous les deux parlé de sobriété numérique. Peut-être montrer les sujets qui attirent et où on sent une maturité des acteurs. Et puis d'autres où on n'y arrive pas encore, en tout cas concrètement, à agir. Ouais, Godard disait, je sais pas on ne sait jamais vraiment si les gens ont vraiment dit ce qu'on leur prête comme parole, mais donc je vais tenter quand même. Il est dans la salle. On va faire du fact-checking. Godard disait, moi je fais pas des films politiques, je fais des films politiquement. Et en fait, c'est pareil pour le Palais de Tokyo. L'objectif pour nous, c'est pas seulement de faire des expositions écologiques, c'est de faire des expos écologiquement. C'est ça la question qui se pose à nous aujourd'hui. Et au-delà même de la question de la RSE qui consiste à effectivement à avoir une démarche transverse, nous ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, c'est d'arriver à essayer de construire un manuel de permaculture institutionnelle. Parce que les débats qu'on n'aura pas aujourd'hui autour de cette table, mais qu'il faudrait quand même qu'on ait tous collectivement, c'est doit-on continuer à considérer la fréquentation comme le seul indicateur pertinent des réussites des politiques culturelles? Devons-nous continuer à faire 4 expos par an et pas une? Devons-nous faire une exposition? La question de la nécessité est profondément importante quand on aborde ces questions-là. Et en fait, c'est à ça qu'on est confronté aujourd'hui. Pour répondre quand même concrètement à cette question, la question des outils, elle s'est beaucoup posée autour de cette table aujourd'hui, et des compétences. Il y a des étudiants d'une association qui s'appelle Réveil Culture qui ont fait une étude et qui ont la conclusion, c'était 85% des professionnels du secteur ne sont pas formés aux questions environnementales, et le miroir, c'était 85% des professionnels du secteur veulent se former sur les questions environnementales. Alors on le fait tous effectivement dans nos maisons aujourd'hui, c'est-à-dire que conduire une politique RSE, c'est effectivement, vous avez raison Raphaël, embarquer les salariés. Alors nous on est une entreprise, mais là nous on a décidé de le faire en mobilisant aussi tout notre écosystème, puisque le Palais de Tokyo c'est un modèle économique unique qui repose sur l'implication des entreprises, et on s'est dit qu'on n'avait pas les compétences en interne, et donc on allait les faire venir par du mécénat en créant ce programme Palais Durable qui regroupe 2 familles de mécènes, une famille art et écologie et une famille art et société. Le principe est simple. Vous ne pouvez pas être mécène si vous donnez juste un montant financier. Vous êtes obligé de vous engager et financièrement et en compétences. Et votre engagement en compétences ne peut porter que sur des questions de transition. Donc d'abord, on évite des passagers clandestins. Et ensuite, on mobilise des entreprises qui vont nous apporter un savoir-faire, ou quand elles n'ont pas le savoir-faire, parce que certaines d'entre elles n'ont pas forcément le savoir-faire, constituer en fait des groupes de discussion pour atteindre nos objectifs. Dans les entreprises qui sont citées là, on peut parler d'Utopie, par exemple, un cabinet leader sur les questions de RSE, fondé en 93 par Elisabeth Laville, qui nous accompagne sur la réalisation de notre bilan d'émissions de gaz à effet de serre, mais surtout qui nous a aidé à comprendre et à formaliser ce qu'on appelle le brain print, dont il a été question aujourd'hui. En tant qu'institution, on n'a pas seulement un footprint, c'est-à-dire une empreinte concrète sur le climat, mais aussi un brain print, c'est-à-dire un impact sur les consciences
dont il faut se servir comme d'un effet levier. Ça a été dit. On peut parler d'EcoAdapt, petit cabinet qui nous aide à réduire nos consommations énergétiques et à atteindre les objectifs fixés par le décret tertiaire qui impose maintenant aux établissements recevant du public de plus de 1000 m² de réduire de plus de 40% leurs émissions à l'horizon 2030. Voilà, on peut parler de Guerlain qui nous accompagne sur les questions d'audit biodiversité. Voilà, je ne vais pas faire toute la liste, mais l'idée profonde, c'était d'engager le secteur de l'entreprise qui, depuis longtemps, à trouver des solutions à nos côtés. Au-delà des mécènes, on peut aussi parler de toutes les entreprises que nous associons au quotidien à nos travaux, dont des initiatives portées autour de cette table par Fanny Legros, puisque le Palais Tokyo est engagé sur les questions avec Plint, sur les questions de réemploi de matériaux notamment. Ensuite, sur la question de la sobriété numérique, oui, c'est un sujet parce qu'en fait, il est tentant pour nous de se dire on arrête le papier, on fait du digital. Voilà. En fait, c'est une fausse bonne idée. La question de la sobriété numérique, elle est extrêmement importante au lendemain d'une pandémie qui a vu les usages du numérique exploser. Le numérique est un impensé des questions environnementales, enfin, commence à être un peu pensé, mais est quand même aujourd'hui un très grand impensé. Et là aussi, il faut qu'on réfléchisse en termes de nécessité et aussi qu'on essaye de déconstruire un peu les discours ambiants. Par exemple, au Palais Tokyo, on se dit que peut-être nous allons profiter de la possibilité d'enlever le nombre de likes de notre compte Instagram, qui est un compte Instagram très suivi, parce que c'est une course toxique aux likes. Nous pensons même peut-être à sortir des réseaux sociaux. C'est radical, mais c'est une question qui se pose clairement à nous aujourd'hui. Plus concrètement, on a essayé aussi d'impliquer nos visiteurs en ligne quand on a fait la refonte de notre site internet avec un hébergeur vert basé en France que je salue, qui s'appelle Data Campus. On a travaillé à un mode éco. Ce mode éco, c'est une innovation Palais de Tokyo qui propose aux visiteurs de désactiver toutes les photos et les vidéos du site internet à leur arrivée. Voilà, parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de photos et de vidéos. C'est une illusion. En fait, vous avez surtout besoin de savoir qu'on coûte 12 € en tarif plein, 9 € en tarif réduit, qu'on est ouvert tous les jours de midi à minuit, sauf les mardis. Donc vous êtes bienvenus toutes et tous. Mais voilà, c'est important parce que impliquer le visiteur, c'est aussi le faire numériquement. D'autres le font effectivement sur les politiques de transport, utiliser les transports publics. 99% du bilan carbone du Louvre, c'est ses visiteurs. On pourra en parler, mais doit-on continuer à promouvoir un tourisme culturel alors qu'on pourrait le faire localement? Voilà, c'est toutes ces questions-là auxquelles nous essayons de répondre avec l'aide de nos mécènes et puis avec l'aide de tout l'écosystème. Et en fait, on le fait aussi aujourd'hui autour de cette table. Alors, on a parlé de ce partage et de cette valorisation des différents projets et finalement de la nécessité d'avoir des outils de référence, de mettre en place des choses pour que concrètement il se passe des choses. Je me tourne vers Daniel. Dans la discussion en préparant, on a évoqué ensemble le fait que vous discutez, que vous échangez avec le MoMA, avec des acteurs de ce type pour justement partager les bonnes pratiques et aussi les ratages. C'est-à-dire en fait, l'idée c'est plutôt de bénéficier de ce que les uns et les autres ont tenté pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Comment ça fonctionne, ce partage des savoirs et des expériences? Yeah, of course. Learning from failures is very much part of this process, and most especially when there is not that much experience or that many museum cases, let's say. So we are currently exchanging in different groups, like within the Guggenheim. We have work in sustainability work with Venice and New York, so like to exchange the practices in the three museums. But we have also recently launched a working group with Art Institute Chicago, with the Museum of Modern Art and Tate, to really exchange processes and try really to align in towards policies. Because the issue is, if let's give an example, if you are trying to negotiate with lenders that or with other museums that you are using rental crates instead of newly fabricated crates, or you want to avoid physical couriers and want to substitute that by physical surveillance, there needs to be a certain alignment. I mean, there needs to be certain policies that museums are pushing for, because otherwise it really simply doesn't work.
But today I wanted also to, just to provide something, touchable, like a case example. I'm going to talk about something very, very simple, very kind of technical in a way, which is something that I would say most museums have recently or will need to address, which is the change of the lighting technology. I mean, the museum is only 25 years old, but still we found ourselves with halogen lighting technology. So back 2010, we start discussing we need to make the change. We need to make the change for many different reasons, because we want, if possible at all, to reduce the damage factor for the works of art, because if possible at all, we want to provide a better color rendering range for the visitors. In our case, if you have been around in Bilbao, you know that the natural light is really coming through the building, and that has an issue because there's a huge range, a very big difference between the color temperature in the public areas and in the galleries. So if we want to give a visitor a good quality experience of engagement, we need to make this gap smaller. So that means working with higher color temperature, which is something that LED can provide. There was a third issue about that, which was making installation and maintenance processes simpler, faster, like dimmering light, like halogen light. You cannot dimmer. If you dimmer, it gets reddish. It gets even worse. And the fourth aspect of this project was, of course, to become more sustainable, to reduce energy consumption, and of course, in the very end, to reduce costs. So what we learned very early on is that there might be a good offer in the market, which is not necessarily what you need. So you cannot necessarily, and please don't kill me, fabricators, if you're around, you cannot necessarily rely on the technical sheets. You really need to go in depth. You need to do your own evaluation, and we discovered after a first failed implementation that the industry was not ready enough at some point. Like, they were offering products which were not fulfilling those four questions we were posing ourselves. So we kept working on, and finally we decided to try to doing benchmarking and R&D, try to define our own standards, our own technical specs. And with those technical specs, which were really demanding, we launched a public bid. So that requires several vendors to adapt their products, to really do R&D, to develop new products that would really respond to our demand. So there was, in a way, there was a lack of demand, which was feasible because we got a good number of offers. I think you can see the numbers up there. We were aiming to substitute the LEDs in the whole museum, which is 10,000 square meters. That's more than 3,000 lamps. That's a really big piece of money, more than 1 million euros we were estimating. So as you can imagine, it was so difficult to start the process, like to convince our patrons and the institutions that are supporting us to spend 1 million, more than 1 million euros in light, which is something that we had already. And we had not been open that far away. But I think it's interesting that we share the financial basis of this process, because what we have already confirmed with the energy consumption is that there is a mix of energy savings, and there's also a content of reduced installation and maintenance time, because LED, you don't need to change the bulb. The installation is so much more faster. You regulate instantly. So this mix allows us more or less to save around 300,000 euros per year. So that means that the invest pays for itself in less than 5 years, which is amazing because we started implementation 2018, we finished 2021, and now 2022 we are already paid. Let's say we could start to think again
in installing a new, more efficient, with a smaller damage factor, which is not going to be the case because we need to save this money for our sustainability program, but for the new actions. But I think it's a good example of how much you can impact, not to talk about how much we're reducing the carbon footprint, which we are estimating in approx 400 tons, which is roughly 10% of so far our current estimation. Alors, on a vu un certain nombre de projets, d'exemples, de complexité. Je voulais me retourner vers Fanny, Nathalie et Simon. Est-ce que on doit agir à cette large échelle et prendre des choses de 1 an ou 2 ans? Fanny, on va revenir peut-être sur le cas d'Art Paris où vous avez fait l'évaluation. Donc, ce qu'on dit, il faut d'abord mesurer. Mais je crois que vous avez déjà mis en place des choses dès la première année, parfois des choses très concrètes. Il y a un exemple dont Simon a parlé aussi qui peut paraître très simple, et on n'a même pas forcément besoin de le dire, mais qui peut avoir des grandes efficacités aussi sur ce qu'on consomme quand on fait ce genre d'événements et comment tout ça fonctionne. Donc peut-être montrer ce qui a pu fonctionner sur ce terrain-là. Alors si on reprend la slide, je reviens. Voilà, celle-ci juste avant. Alors, Art Paris, c'est assez particulier. Donc, c'est effectivement, encore une fois, la première foire d'art qui a fait son analyse de cycle de vie sur les 6 mai pour exposer donc, les choses qui sont présentées durant la foire, donc des tableaux, principalement des sculptures, art moderne, art contemporain. Ils utilisent ce qu'on appelle un coton gratté pour mettre sur les 6 mai. Et donc, on s'est très vite rendu compte que l'impact principal d'Art Paris, c'était son coton. Parce que ça représente un tonnage assez important. Donc, comme vous le voyez, en 2021, 3 tonnes 0,4 et en 2022, 3 tonnes 39. Depuis une vingtaine d'années a lieu cette foire et elle n'avait jamais vraiment réfléchi à quoi faire de ce coton. Donc, il allait à la poubelle de manière très... personne n'y avait réfléchi, donc ça allait à la poubelle directement, sans réflexion. Donc on a très vite un peu focusé notre regard sur le coton. Et en fait, de manière très simple, on se rend compte, et c'est là où aussi c'est important, on se rend compte qu'on a des solutions qui sont extrêmement proches de chez soi. Puisqu'on a trouvé dans le nord de la France une personne qui était en capacité de le récupérer et de le valoriser pour en faire une autre matière. Donc de manière très simple, voilà, c'est ça aussi l'éco-conception, c'est que parfois c'est très simple. Et ça surtout, il ne faut pas l'oublier. On a simplement remis à la fin de la foire dans des big bags le coton gratté, donc dans des grands sacs qui en fait ont été apportés dans le nord de la France. Et ce coton, il a été valorisé dans une matière qui s'appelle la métisse et qui est un isolant pour le BTP. Donc, alors c'est une première solution qu'on a trouvée, puisque l'intérêt général de toute cette démarche, ça serait de ne plus mettre de coton gratté, mais on n'en est malheureusement encore pas là, mais c'est dans les réflexions. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ça faisait 20 ans qu'il était jeté, donc 3 tonnes multipliées par 20, vous imaginez un peu le tonnage. On sait que le coton, c'est fabriqué en Asie, ça part du Pakistan pour être blanchi, il y a beaucoup de produits toxiques, il y a toute une problématique sociale autour du coton aussi, les personnes qui y travaillent, donc il y a tout ça aussi à prendre en compte. La CV, c'est ça aussi, c'est qu'on va regarder d'où ça vient, comment c'est transporté, comment c'est fabriqué. Et en fait, la CV, pour essentiel. Les non-initiés, analyse cycle de vie. Je fais la parenthèse. Donc voilà, et donc on a trouvé une solution pour ce coton et on va en trouver d'autres, en tout cas pour cette première démarche d'éco-conception. Dans les actions que vous avez mises en place, il y avait une action, c'est pour ça que je faisais le parallèle avec Simon, parce qu'on en a discuté. Par exemple, ce qu'on mange et ce qu'on va distribuer. Toi, tu prends comme exemple des repas que vous avez composés où on ne va pas forcément être, on va dire, mettre sous contrainte, mais peut-être juste proposer et en fait faire prendre conscience comme ça aux différents acteurs que ils ont eu une attitude, en tout cas plus éco-responsable qu'ils auraient pu avoir, mais sans que ce soit une privation. Je reprends une des phrases que tu m'as dites dans la préparation. En fait, s'il n'y a plus de plaisir, on n'y arrivera pas. Si on ne bouge pas et qu'on ne vend pas un petit peu de bonheur et de vie heureuse entre nous, ce sera compliqué de faire changer les choses. Peut-être parler de cet exemple-là et peut-être de l'exemple du couvent, si tu veux illustrer concrètement. Il faut peut-être mettre les images du coup, parce que les gens vont rien comprendre sinon. Bon, alors là, je vais peut-être dire des trucs un peu bizarres, des chiffres un peu bizarres, mais il faut prendre en compte que c'est un projet extrêmement expérimental. Ce n'est pas un musée, c'est de l'occupation transitoire. Donc je pense que ce qui pourrait être intéressant de partager ici, c'est 3 choses. C'est que déjà, c'est l'ouverture d'un lieu, notamment culturel, dans un ancien monastère.
qui fait 8300 m² de surface plancher, qui est resté vide pendant 11 ans, et avec lequel on cherche une alternative de réhabilitation aux friches du Nord, et pas que du Nord d'ailleurs, à la question de la vacance urbaine de manière générale. La deuxième chose, c'est qu'on a une expérience de scénographie intéressante que je peux partager ici à l'occasion de Lille, capitale mondiale du design. Et la troisième chose, c'est que nous, depuis 2016 ou 2017, dans notre association ZERM, on travaille essentiellement avec du réemploi, beaucoup, sans trop le dire, parce que l'objectif, c'est pas de mettre en place les choses parce que c'est du réemploi, mais c'est parce que c'est bien pour la qualité architecturale. Par contre, on essaye de mettre au maximum du réemploi dans beaucoup de choses. Donc en gros, le site, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus parce que ça peut être très long. Les chiffres bizarres, c'est par exemple 75 € du mètre carré d'investissement en moyenne, ce qui est vraiment pas, ce qui est très pas bas. comparable en fait à des bâtiments normaux. Là, le principe, c'était vraiment de se dire, ça fait 11 ans que le bâtiment il est vide. C'est pas politiquement acceptable d'avoir autant d'espace vide et autant d'envie, de besoins. Voilà. D'un autre côté, nous, on est architectes et on a dû se dire un petit peu, ok, on va pas construire du neuf, on ne construira pas de neuf parce qu'en fait, aujourd'hui, on n'a jamais autant pété de bâtiments alors qu'on n'a jamais eu autant de matériaux technologiquement et techniquement fiables et performants. Donc il y a un problème organisationnel dans notre société. Et là, en l'occurrence, le sujet, c'est de se dire comment on fait déjà pour aller réactiver et réhabiliter des bâtiments, des sites, des friches, quand les outils actuels de maîtrise d'œuvre, de marché, d'appel d'offres publics et tout ça n'y arrivent pas. Et on n'y arrive pas, ça fait depuis 30 ans qu'on n'y arrive pas. Donc voilà, c'est vraiment un test. Je m'appesantis pas trop là-dessus parce qu'après ça devient un peu technique et on pourra en reparler avec ceux qui veulent plus tard. Par contre, effectivement, c'est vrai que ce qu'on s'est dit, on a certains points de défense sur la programmation ouverte, sur l'ouverture extensive du site et tout ça. Et c'est vrai que ce site, on l'a construit comme un laboratoire sur les impacts environnementaux, en se disant, de toute façon, on est un peu toujours à la bourre. C'était un site qui hébergeait des sœurs Clarisse, donc qui étaient cloîtrées. C'est un petit échantillon de société. Il y avait du potager, du travail, des parties individuelles, collectives, tout ça. Et en fait, on s'est dit, on va aller reprendre ce petit échantillon, on va le confronter à des contraintes qui ne sont pas encore tout à fait là ou pas encore suffisamment fortes. Et donc, on va essayer de vivre ce bâtiment et d'essayer de réduire les impacts environnementaux partout. Donc, par exemple, on ne chauffe pas le bâtiment. C'est aussi pour ça, 75 € du mètre carré. Pas que pour ça. Et on ne le chauffe pas et on va manger végétarien et blablabla. Et donc, du coup, effectivement, l'idée, c'est que si on essaye de transmettre ça par la contrainte, on aura un futur peuplé de militants, mais donc c'est pas très raisonnable. Par contre, si on dit, voilà, il y a un super repas, c'est un peu une métaphore ça, parce que c'est pas que pour le repas, mais il y a un super repas qui est trop bon. Il se trouve qu'il est végétarien, et du coup, on va manger ce repas sans vraiment se poser la question. On va se dire, en fait, c'est ok, on peut faire ça. C'est plutôt ça que de se dire, allez, on va sacrifier, on va devenir végétarien, et on n'a plus le choix. Et en fait, ce truc-là, on essaye de le faire, par exemple, pour l'auberge de jeunesse. Donc, le projet s'appelle Saison 0, vous pourrez regarder sur Internet. On a une auberge jeunesse, et donc par exemple, autre sujet, comment on fait pour loger des gens dans un bâtiment non chauffé, non isolé, avec une énergie thermique déjà assez conséquente. Donc voilà, on a refait un petit lit à baldaquin. Donc, et c'est important de dire que c'est un lit à baldaquin, c'est pour ça que c'est aussi un sujet de conception et architectural. Donc là, je ne vous parle pas trop des questions d'émissivité, de conductivité, d'inertie et blablabla, parce que ça c'est évidemment très important, et dans le fonctionnement du lit et dans sa production, parce qu'il y a aussi beaucoup de réemploi et de matériaux locaux et compagnie. Mais sur le plan de la conception, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a fallu faire un lit qui ressemble à un lit à baldaquin, une sorte de lit à baldaquin, ou pour certains, un lit du Moyen-Âge, quoi. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si on ne produit pas ce référentiel culturel esthétique, les gens ne savent même pas par quel bout prendre ce truc-là. Alors que là, ils se disent, tiens, je vais dormir dans un lit du Moyen-Âge, un lit truc comme un lit breton, un lit savoyard. Et ça, c'est une entrée qui est très importante, qui passe par l'esthétique du lieu et tout ça. Et l'idée, c'est effectivement de se dire, allez, c'est pas la corvée d'être dormir dans un lieu pas chauffé, c'est allez, je vais dormir dans le lit du Moyen-Âge, et c'est cool et ça me fait rêver. Donc voilà, bref, ça c'est une toute petite partie du projet, mais effectivement derrière il y a des grosses questions de vacances urbaines et d'optimisation de la ville qu'on a, quoi. Mais c'est la logique est vraiment de jouer sur tu disais, un imaginaire aussi collectif, de se dire finalement
je vais aller dormir dans un lit à baldaquin, c'est beaucoup plus vendeur, entre guillemets, que de dire je vais aller dormir dans un bâtiment non chauffé, non isolé, où il n'y a pas cette dimension de rêve. Et au final, on se rend compte que c'est faisable et c'est praticable, et ça rend l'expérimentation concrète et ces projets quelque part, qui nous font faire des petits pas, ils nous font avancer presque sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on est poussé par des choses qui nous attirent. Au-delà de ces projets, on a commencé par dire aussi qu'on n'était pas forcément bon et qu'il y avait un peu une difficulté. On voulait un peu terminer cette table ronde avec un petit peu d'inspiration et de rêve, mais c'est du rêve que sont faites toutes les utopies, et c'est comme ça qu'on avance. Je vous ai posé à tous la question d'où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, selon les échéances qu'on prend sur les ODD ou sur des temps plus longs. Je vais peut-être commencer par Nathalie, peut-être pour faire le lien entre ce que vous avez déjà fait et où est-ce que vous pourriez être. Est-ce que, je vais faire exprès, déjà c'est d'exister encore, ce que vous avez commencé à dire au début, en conservant cela, et du coup en étant dans quelle situation, voilà, un petit peu le rêve vu de votre fenêtre. On s'est fixé l'objectif en 2030 de respecter l'accord de Paris, donc c'est déjà assez ambitieux. Mais quand on commence à travailler dans les chiffres, en collectif, dans le concret, qu'on cherche des pistes et qu'on sait qu'on travaille des sujets ciblés les uns derrière les autres ou à côté, mais avec des choses très concrètes, en fait c'est faisable. Et s'engager dans cette démarche, ça a été très positif en termes d'optimisme, d'énergie, parce qu'on se rend compte qu'en fait, quand on met les objectifs les uns derrière les autres, oui, en fait, on peut. Alors que quand on a commencé à démarrer ces démarches, on était dans le catastrophisme ambiant. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, nous, avec 12 salariés? C'est David et Goliath. Et on se rend compte qu'en fait, c'est faisable. Et nous, les objectifs qu'on s'est fixés, c'est soit des choses qu'on sait faire, il faut juste un peu d'huile de coude, il faut juste la volonté du dirigeant, dire je vais peut-être acheter 2 ou 3% plus cher un matériau parce que je pense que c'est cette solution-là qui est pérenne et pas faire que du très court terme. Voilà, il y a des choses, les équipes ont des idées, notre engagement territorial fait qu'on trouve des idées. Et puis, il y a des choses, on sait, par exemple, sur notre flotte de véhicules, moi j'ai un fourgon qui fait à la fois de la desserte locale et à la fois qui sillonne la France. On fait assez peu de kilomètres finalement parce qu'on fabrique 150 réalisations par an, donc elles ne sont pas toutes livrées par nos soins, donc on fait peu de kilomètres. Mais je sais qu'en 2030, ce véhicule ne sera plus un diesel. Aujourd'hui, je ne sais pas la remplacer, je n'ai pas la solution technique qui réponde à mon besoin. Mais la législation, les ZFE, je sais qu'il y aura une solution. Donc aujourd'hui, les objectifs qu'on s'est fixés sur chaque sujet, c'est soit des choses, on sait ce qu'on va faire, soit on sait qu'on peut, ça demande un peu d'études, mais on sait qu'on a les moyens de le faire à notre échelle ou de le faire avec du collectif, soit on sait que la société y va et que donc cet objectif est réaliste puisque c'est un objectif de société. Et en cumulant tout ça, on se rend compte en fait c'est faisable. Voilà. Donc ça va pas être simple, je ne suis pas en train de dire que c'est facile ou que c'est simple, mais c'est juste faisable. Et ça, c'est beaucoup d'optimisme et d'énergie et de... quand on échoue sur quelque chose, on se dit allez, c'est pas grave, on a appris plein de choses, on a progressé, on voit qu'il y a plein de sujets techniques, mais quand on voit l'équipe qui monte en compétences, qui explore, c'est beaucoup de choses positives. Et il y a un sujet qui est très important, c'est l'innovation sous contrainte. En fait, quand on vit dans le luxe, que l'énergie est disponible de manière pléthorique, que voilà, il suffit d'empiler des écrans, c'est très simple et on se bouge pas beaucoup, quoi. On finit par grossir dans son canapé. Voilà. Et quand c'est un peu plus challengeant, qu'on a un peu plus de contraintes, nous, on a des sujets où on risquait de perdre des contrats si on se bougeait pas sur certains sujets. Là, on se rend compte qu'on a une capacité à innover, à trouver des solutions qui est phénoménale, en fait. Et c'est pas moi dans mon coin qui les trouve, c'est le collectif de mon entreprise, c'est le collectif autour. Et ça, c'est vraiment très positif. Et vous parliez du lit à baldaquin. Nous, on est en train de remonter l'histoire de l'entreprise. On a 80 ans. Il y a 80 ans, on n'utilisait pas autant de produits toxiques. Il y a 80 ans, on n'utilisait pas autant d'énergie. On savait faire plein de choses il y a 80 ans. Et c'est vrai dans plein de secteurs. Quand on travaille pour le musée des arts et métiers et qu'on leur réalise des assemblages bois tels qu'ils existaient au XVIIIe siècle, nous, il sort de ça aujourd'hui. Le fait de regarder ça avec ses objectifs RSE, il sort de ça de se dire mais nos plateaux de maquettes,
il ne pourrait pas être assemblé sans collage. On ne pourrait pas revenir à des techniques un peu plus ancestrales. Et finalement, aujourd'hui, innover, c'est aussi, en toute humilité, se dire que dans nos sociétés qu'on considère très progressistes, il y a des choses qui n'ont pas vraiment été des progrès quand on les regarde sous un autre angle, en fait. Et voilà, donc il faut s'ouvrir beaucoup. Moi, je vous encourage, parce que vous êtes beaucoup là, mes clients, soyez ambitieux vis-à-vis de nous. Oui, c'est dangereux de vous dire ça, ça ne va pas m'arranger quand je vais voir arriver des appels d'offres. Alors, d'un autre côté, soyez pas ambitieux en étant trop rêveur. Si les choses ne sont pas préparées en amont, si vous ne savez pas que des solutions peuvent exister, c'est sûr que demander la Lune, moi, je ne suis pas capable d'aller la décrocher. Hein. Mais d'un autre côté, on voit encore, et moi, je travaille aussi pour l'industrie, on est très tiré par le secteur industriel sur ces sujets-là, et on est très tiré sur plein de belles choses par le secteur de la culture sur d'autres thématiques. Mais sur le sujet RSE, soyez ambitieux dans vos appels d'offres. Et j'ai envie de dire, soyez discriminants. Les peu d'appels d'offres où il y a des clauses RSE, quand moi je demande les analyses d'offres, on a tous la même note. Bah, enlevez le critère. Si c'est pour faire ça, ça sert à rien. Enfin, voilà. Et n'hésitez pas à nous mettre des mauvaises notes. Enfin, mais si vous voulez qu'on progresse avec vous, ben, il faut aussi nous challenger. Mais il faut avoir le courage d'être discriminant sur une note. Hein. Il faut avoir le courage de dire... alors ça veut dire les bons et les mauvais, on vous a dit tout le contraire. Alors moi je vais vous encourager à ne pas fixer un point précis. Je veux qu'il progresse sur sa consommation en coton gratté, alors que ce n'est pas du tout mon sujet, parce que moi j'en consomme pas. Voilà. Alors des fois on voit des objectifs qui arrivent qui sont très pointus, qui en fait ne nous concernent pas, enfin n'ont pas d'impact chez nous. Donc laissez-nous l'autonomie d'agir, et de là où on peut agir dans des petites structures, mais challengez-nous sur le fait qu'on progresse, quoi, sur le fait qu'on avance dans le bon sens. Et là, vous avez un pouvoir de nous entraîner avec vous. Hein. Donc l'enjeu, c'est d'arriver à trouver cette voie vers le progrès, qui n'est pas forcément une escalade vers le haut, mais parfois de repenser collectivement des modèles qui ont pu fonctionner et qu'on peut réactualiser aussi. L'escalade vers le haut, c'est vrai que nous, on fait des choix, comme vous parlez. On n'a pas d'objectif de croissance. Enfin, la croissance souhaitée, c'est uniquement pour pérenniser l'entreprise. C'est tout. Donc oui, on refuse du boulot par moment. Oui, enfin, c'est des choix. Enfin, après, c'est des choix d'entreprise ou de lieu. De vision. Peut-être Étienne, pour enchaîner sur la vision au Palais des Beaux-Arts, est-ce que vous vous dites, voilà où on veut être, voilà dans quoi on se projette je reprends une phrase que tu as citée quand on a préparé. Aujourd'hui, le flou est la principale excuse à l'inaction. Donc peut-être c'est sortir de ce flou, mais s'accrocher à l'action. Déjà, je partage cet optimisme plutôt. Il va falloir être de plus en plus nombreux, et je pense qu'on le sera quand même, à être force de proposition, à être force d'ambition, à pouvoir débattre, proposer des choses concrètes pour qu'on puisse s'appuyer progressivement dessus pour pouvoir engager ce qui s'appelle à un moment donné une forme de désescalade, parce qu'on n'est pas forcément soumis à produire toujours plus, à être soumis à de l'événementialisation en permanence, à être un peu drogué à une course, à la fréquentation chiffrée, à ce genre de choses. Il va falloir qu'on rééquilibre en faveur du qualitatif. Simplement, peut-être que si on avait un espoir à formuler pour plus tard, quitte à être plus nombreux, c'est d'essayer de régler, ou en tout cas d'aborder de manière plus frontale, des problématiques qu'on ne pourra pas résoudre seul, d'un point de vue muséal, et puis de manière générale à l'échelle des institutions culturelles. Il y en a deux qui me semblent assez importantes, parce que là pour l'instant on est effectivement dans une action où ça encourage à beaucoup de frilosité. On dira oui, mais les prestataires vont pas suivre, le public pourra jamais s'habituer à voir moins d'œuvres dans une exposition, on pourra pas, donc on ne fait pas. La première, c'est les conditions quand même de production sur les expositions. Donc à un moment donné, alors est-ce que c'est à l'échelle mondiale ou à l'échelle moins européenne, mais en tous les cas il faut quand même qu'on ait des standards plus exigeants en matière de transport. On a quelques prestataires qui tournent quand même avec énormément de camions, pas beaucoup de caisses de transport, du coup on les refait à chaque fois. Il faudra qu'on inverse la proportion à un moment donné, il faudra qu'on soit nombreux à pouvoir leur demander pour ça. Il faudra qu'on revoie aussi les standards en matière d'hygrométrie, de climat, pour qu'ils soient moins contraignants. Il faudra qu'on soit aussi plus dans un rapport de confiance d'institution à institution, pour parce que quand les œuvres arrivent chez nous, on dit non mais ça vous va la visio pour faire le constat d'état, mais quand nos œuvres partent là-bas, en revanche on a un niveau d'exigence un peu plus fort. Ça à un moment
moment donné, il faudra quand même qu'on aille vers des standards plus, pour favoriser, si c'est possible, que ça ne dégrade pas évidemment les œuvres. C'est aussi un enjeu de durabilité, de pouvoir les transmettre à la génération suivante, à avoir des standards. Et ça se fait vraiment à une échelle collective. Ça se passe au ministère, ça se passe entre institutions, ça se passe sur ces standards de production. Et ça, c'est très important parce que ça fait aussi effet levier et masse par rapport notamment aux prestataires, qu'on soit en capacité de pouvoir être exigeant avec eux pour vous stimuler comme vous dites. Et le deuxième enjeu, c'est le grand continent numérique. Je crois que tu as dit que c'était un impensé, c'est surtout un inchiffré. Or, le numérique, honnêtement, sur les 10 à 15 prochaines années, il va être croissant dans les musées. Sauf si on s'arrête là tout de suite, maintenant, dans le quart d'heure qui vient. Ça va continuer à croître. On a de plus en plus de terminaux. Vous le savez, les écrans ont pullulé dans les musées, les visio-guides, les applications diverses et variées. On a de plus en plus aussi de formes immersives, au sens large du terme, qui se multiplient. Il n'y a pas que la VR. Vous avez des mappings, vous avez des différentes formes de projection et autres. Le son peut être contrôlé de manière numérique. La lumière, on l'a vu avec l'exemple de Bilbao, aussi, il y a une dimension de plus en plus numérique. Et puis la partie communication, réseaux sociaux, qui croît beaucoup. Et là, on est face à une grande difficulté de chiffrage. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon, sur quel effort on doit faire. Et là, on a beaucoup besoin de ces exemples. Nous aussi, on travaille sur la refonte de notre site internet. Les questions que vous avez posées au Palais de Tokyo, c'est celle qu'on se pose là, mais d'ici 10 ans, il faudrait qu'on se les soit tous posés et qu'on ait de véritables critères pour voir qu'est-ce qui est utile, pas utile, qu'est-ce qui nous fait faire des économies assez importantes. Et là, il y a vraiment, je trouve, sur ces deux sujets, des vrais enjeux de masse importants qu'on aurait les moyens de pouvoir atteindre d'ici un horizon plutôt de long terme, à condition d'être évidemment collectif. Voire de ne plus avoir de site internet pour l'ensemble des musées. De renoncer à certaines choses, c'est le principe de la désescalade. Peut-être Mathieu, un petit rebond là-dessus. Tu évoquais tout à l'heure la notion de permaculture institutionnelle et aussi cette notion systémique. Je pense que c'est un point aussi que vous partagez avec Simon, cette approche de dire de toute façon, le rêve aussi, il ne sera pas chacun dans son coin, il sera justement désiloté et avec une désescalade collective. Bien sûr, parce que pour moi, le rêve, c'est que la RSE n'existe plus. Et qu'on soit passé à la permaculture, tous et toutes. Ça veut dire quoi la permaculture pour une institution comme le Palais de Tokyo, ou pour d'ailleurs toutes les institutions? D'abord, c'est une institution qui s'adapte. La permaculture, c'est s'adapter à son terrain, c'est l'usage raisonné de l'espace et du temps. Aujourd'hui, dans le Palais de Tokyo, le week-end dernier, moi j'ai dû fermer la Grande Verrière. Voilà, on a pris la décision de fermer la Grande Verrière dans laquelle il y a une exposition qui s'appelle Réclamer la Terre. C'est quand même une ironie du sort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un bâtiment de 1937. On ne peut pas ignorer ce bâtiment, on ne va pas le raser, on ne va pas le climatiser, c'est un non-sens écologique. On ne climatisera jamais le Palais de Tokyo. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va arrêter de programmer dans la Grande Verrière en été. C'est le mieux, c'est peut-être ce qu'on a de mieux à faire, comme ça on ne climatise pas. Puis on n'a pas d'expos qui seront programmés là-dedans. On programmera dans des espaces qui sont plus frais, plus adaptés à la présentation d'œuvres, plus adaptés aussi à un travail en sérénité des équipes. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la permaculture? C'est accepter de penser en termes de nécessité, ne pas faire quand ce n'est pas nécessaire. Et ça veut dire aussi que nous abandonnons la compétition pour la coopération. La compétition n'est pas la seule, la loi de la jungle n'est pas la seule loi de la nature. Les animaux coopèrent aussi, le vivant coopère en fait pour assurer sa survie. Ça a été soulevé à plusieurs reprises dans cette table ronde. Penser collectivement, moi c'est mon rêve, qu'on pense collectivement, qu'on s'appelle et qu'on ne s'appelle pas pour dire tiens tu fais, je veux faire avec toi, qu'on s'appelle pour dire tiens tu fais, bah, c'est cool, je vais pouvoir ne pas faire. Qu'on rémunère les gens pour ne pas faire, qu'on leur dise bah tiens, je vais te payer ou je vais te demander de penser comment ne pas faire. Cette scénographie spectaculaire que tu voulais faire, je vais quand même te payer, mais je vais te payer pour ne pas la faire, pour penser une autre scénographie. C'est ça être permaculturel. Et ça, je pense que c'est notre rêve, le rêve d'une tutelle qui ne s'appuie pas que sur la fréquentation de nos lieux comme objectif de réussite. Je vais vous donner un exemple. En 1937, quand le Palais de Tokyo a été créé, on a été créé pour une exposition universelle. Il y avait 60 millions de visiteurs. Alors là, on peut parler de démocratisation culturelle. À 700 000 visiteurs, comme on fait aujourd'hui au Palais de Tokyo, est-ce que c'est de la démocratisation? Je ne suis pas certain. En tout cas, pas plus que 40 familles de la CAF qui sont venues chez nous. Donc ces indicateurs-là, par exemple, il faut qu'on les re-questionne. Et c'est
collectivement qu'on peut les re-questionner. C'est collectivement qu'on peut aller voir les transporteurs en disant si tu continues à me transporter en camion, je viens plus jamais chez toi parce que moi je voudrais que la SNCF transporte en ferroviaire dès qu'on est en Europe. C'est collectivement qu'on peut aller voir le législateur en disant ou les régulateurs en disant attention, vos normes de conservation, je ne comprends pas pourquoi un Fra Angelico doit voyager tout seul dans une classe climatisée avec un camion et une voiture suiveuse, alors que pendant des siècles, il était dans une église au fin fond de la Toscane et qu'il a survécu. Alors en mauvaises conditions, certes, mais ces questions-là, on doit se les poser. C'est aussi ça être permaculturel. C'est-à-dire à un moment donné, dépasser la RSE parce on sera tous passés à la LED et à des systèmes efficaces énergétiques pour aller vers un plus loin, repenser nos façons de faire. Je pense que les transporteurs, là, ils doivent avoir les oreilles qui sifflent depuis 3 quarts d'heure. C'est un des exemples qui est beaucoup donné. Pour rebondir, peut-être, Daniel, aussi, te donner la parole pour la vision. Comment vous, au Guggenheim, vous imaginez le futur? Qu'est-ce qui, toi, te fait rêver et te motive sur ce sujet-là? Où est-ce que vous serez dans 10 ans ou dans 15 ans? Well, I think, and I like very much your comment on being humble but ambitious. I think our ambition is that in a few years we will not only be working on how to work in a more sustainable way, on how to do our core work more sustainable, but we will be working more and more on the content, on the real core aspects of the activity of the museum. It's not to say, I mean, exhibition is and collection care is really our reason to. I mean, this is not going to change. We need to be very candid on that, but we all know that this conversation is already going on. When we are developing an exhibition, we are cutting down the checklist, attending to issues as cost. And we should be considering as well issues as sustainability, because with the same cost, one single loan for an exhibition may be very costly, but also might be, not sustainable at all. So I know there's institutions that are already starting this process. It's not to say that in Bilbao we are considering, avoiding bringing certain artworks, but we certainly want our program to be covering the aspect of sustainability. And I want to share one example, which is now on view. So we are showing this summer the exhibition, the Motion, Autos, Art, Architecture. The 2 slides on the upper side show. You can see it's really a blockbuster show, very ambitious show. It's 40 of the most incredible cars being designed in dialogue with the art and with the architecture. So the narrative explains how the automotive design has evolved throughout the 20th century in dialogue with the arts and architecture. But the narrative starts with one very interesting point, which is that the automotive industry really solved big cities in Europe by the end of 19th century, because the impact of the organic waste by horses in the cities was not sustainable. And we have forgotten this learning, but really the start of the automotive industry started with that. And 100 years after, it almost crashed our world because of the impact of mobility in the climate crisis. So when we were developing the exhibition, and this exhibition has been curated and designed by Norman Foster, the architect, we were always wondering how we could really bring together with this very expensive, this very ambitious exhibition, this concept of sustainability.
I mean, we wanted to do the show. We had to bring the cars. We had to bring the artwork. So I'm not going to be doing greenwashing at all. So that's a huge sustainable cost. But we could use this exhibition to make a reflection of how mobility could evolve in the future. So that's what we decided to do. So together with the exhibition, we discussed the possibility to end the show with a conclusive section, very big one, very ambitious, which is itself an exhibition, which is future, which is the two images you can show below. So future is an invitation to 15 schools of design worldwide, in Asia, in Africa, in Europe, in America, to share with us, with our audience, how they envision the future of mobility in 50 years and how they envision this future of mobility in a more sustainable way. So they have produced models, prototypes, sketches, all kind of information to, in a very dreamy way, to really try to anticipate how the mobility can turn into something more sustainable. So this is the way we think we have to program in the future. I mean, we have a mission, we have the possibility to really raise awareness in our visitors. And my feeling is that this is really responding to this aim very successfully. Ça fait écho à une formule, je crois que c'est toi, Étienne, qui disais ça tout à l'heure, d'un lieu social, aussi d'un lieu où on pense, qui rejoint aussi la pratique du Palais de Tokyo, où il y a quelque part une cohérence entre les démarches et évidemment les sujets de la programmation, sans en faire un point de passage obligé sur tout, mais en ouvrant cette porte-là. C'est intéressant parce que ce passage-là, alors on accueille demain l'équipe du Museum of the Future qui vient d'ouvrir à Dubaï et qui se termine par une séquence un peu de ce type-là qui interroge c'est quoi le futur de la mobilité, c'est quoi le futur des villes, c'est quoi le futur de l'agriculture et qui en fait nous met face aussi à nos responsabilités dans une logique un peu de questionnement sur ces thèmes-là. Pour finir le tour de table, peut-être Fanny et Simon, un peu où vous voyez dans 10 ans, dans 15 ans. Tout le monde aura mesuré, tout le monde aura agi efficacement. Et puis, je voudrais ensuite laisser la parole à Raphaël pour poser un peu le grand cadre des scénarios de l'ADEME. Mais je vous laisse peut-être tous les deux, voilà, peut-être en phrase de conclusion. Effectivement, j'aimerais bien ne plus avoir de travail d'ici une dizaine d'années, ça serait super. Moi, j'adorerais que les musées soient autosuffisants, ça serait absolument génial, qu'on puisse se nourrir intellectuellement et même se nourrir voilà, de manière alimentaire avec le musée. Je crois que ça, ça serait absolument génial, ça serait en tout cas une belle chose à faire. Moi, je retiens aussi le brain print, qui est quelque chose que je trouve intéressant, sortir aussi de ces quantifications peut-être de... Voilà, se nourrir et se ressourcer. Simon ? Oui, bah, j'aurais peut-être pas jusqu'à dire que c'est un rêve, mais disons que j'espère qu'on sortira de ce que je trouve être un peu des impasses intellectuelles, de l'économie circulaire, bleue, verte, le recyclage, tout ça, et de se concentrer sur les impacts. En fait, votre travail nous amène là, et de se rendre compte que des fois, la question, elle est... C'est pas qu'une question certainement pas qu'une question d'avancée technologique. Donc effectivement, la question des LED, c'est indiscutable, ok. Mais il y a plein de choses où c'est plus organisationnel. Et je sais pas si tu peux mettre une image de l'exposition là, voilà, celle-ci là par exemple. En fait, ici c'est un mini exemple, mais en fait c'était une friche. On a reçu une exposition, on a pris donc c'était World Design Capital, et en tant que scénographe, on a fait l'expo. En se disant, en fait, déjà, vu que c'est une expo qui va parler d'impacts environnementaux, on va essayer de faire en sorte de réduire les impacts au maximum dans la scénographie. Et en fait, tout ce qui a été dépensé dans cette scénographie a servi à faire notre prestation, mais a aussi servi à construire la salle du quartier, quoi, en gros, qui allait venir après. Donc en fait, vous voyez ici du remploi, parce que toutes les lampes venaient d'une ancienne salle de sport à l'homme. Donc nous, on a Roubaix dans le Nord. Le sol, c'est l'ancien sol de l'Opéra de Lille. Enfin, blablabla, il y a plein de réemplois comme ça. Et par exemple, vous voyez les grands cercles blancs en haut, c'était trop pour une expo, on n'avait pas besoin de faire ça pour une expo, mais en fait le fait de le faire fait qu'aujourd'hui on a une forme de grille, comme dans les salles de spectacle, où ça nous permet de mettre de la lumière et du son partout, et depuis c'est devenu une forme de maison de quartier où il y a des expos. Et tout ça, ça nous a coûté 110 € du mètre carré.
Et en fait, tout ça, c'est pas parce qu'on est plus malin, c'est pas parce qu'il y a plus de technologies, c'est juste une question de coopération entre l'organisateur, la ville de Roubaix, nous, et juste du bon sens. En fait, on se retrouve à n'avoir absolument rien jeté après la scénographie, avoir exposé le truc, et après avoir quasiment réhabilité la halle d'expo. Donc en fait, avec 1 euro, on en a payé 3 quasiment. Et c'est vraiment pas compliqué, c'est juste une question de bon sens et de coopération. Et moi, je crois beaucoup à ça, et plus à ça que au pays jetable, et il y a une foi dans la technologie qui nous aveugle un peu parfois. Finalement, de se retrouver et d'œuvrer ensemble pour Ouais, faire advenir ce qui doit l'être. Ouais. Pour conclure, on avait dit qu'on allait laisser la parole à Raphaël pour se dire sur quoi on peut atterrir. Dans 10 ans, dans 15 ans, on a tous nos rêves à notre échelle. Si on essaie d'avoir une vision un peu macro, et c'était intéressant aussi de sortir de notre périmètre pur musée, culture, et de se dire vers quoi on peut aller selon ce qu'on fait. Et donc, on voulait partager avec vous ces scénarios de l'ADEME. Je vais les remettre à l'écran. Oui, même si je pense qu'au cours de cette table ronde, on est largement sorti du cadre de la culture. Et merci beaucoup pour tous ces exemples hyper inspirants. Je pense que c'est difficile de sortir de cette table ronde avec une vision pessimiste. Parce que là, merci à vous vraiment, parce que vous la rendez désirable, cette transition écologique. Et ça, je pense que c'est super important, parce qu'on a souvent tendance à confondre transition écologique, sobriété, austérité. Et voilà, donc merci pour ça. Alors moi, j'ai 6 minutes pour vous présenter un travail de 2 ans qui a réuni 300 experts de l'ADEME. 4 minutes. 4 minutes. Alors je vais faire court, mais la démarche, c'était effectivement, vous demandiez les rêves, donc nous, notre rêve, c'est d'atteindre la neutralité carbone en 2050, d'être sous le 1,5 degré, mais je pense que c'est un rêve partagé par tout le monde ici. Et puis je rejoins vraiment tout ce qui a été dit sur le fait qu'on peut tous agir. Je trouvais votre exemple vraiment significatif aussi. Finalement, l'offre, c'est la demande qui a fait changer l'offre, même une petite demande. Et puis même à l'échelle d'un citoyen, on va le voir dans les différents scénarios, mais à l'échelle d'un citoyen, c'est nos comportements qui feront changer l'offre qui nous sera fournie. C'est nos implications, nos demandes, notre façon de voter qui fera aussi changer les politiques. C'est vraiment une vision qui doit rencontrer une demande pour que les choses changent. Et donc voilà, on a vraiment les manettes pour faire quelque chose, parce que là j'ai aussi un message positif, c'est que la transition écologique, c'est encore possible. C'est difficile, vous allez le voir, mais c'est encore possible. Alors on s'est inspiré du rapport du GIEC 1,5 degré qui avait effectivement mis des récits pour atteindre la neutralité carbone en 2050. On a essayé de faire quelque chose de pas technique, justement, parce que l'ADEME est super fort pour faire des trucs techniques qui sont lus que par des ingénieurs. Mais voilà, si on laisse la transition écologique aux ingénieurs, on est mal barré. Donc il faut vraiment que tout le monde s'implique. Et là, je vais vous raconter donc 4 récits très différents. Alors après, c'est une étude très sérieuse derrière, mais c'est 4 récits très différents pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le premier, donc 4 scénarios. Première façon d'atteindre la neutralité carbone en 2050, on l'a appelée génération frugale. Donc là, si on se projette en 2050, on est dans un monde où on mange quasiment plus de viande. Mais on va voir que dans tous les scénarios, il faut la réduire, ça vous en parliez. Donc là, dans le scénario 1, on la divise par 3, notre consommation de viande. On se déplace beaucoup moins, on a baissé nos déplacements d'1 tiers. Et on se déplace surtout à pied ou en vélo. Donc on est dans un monde où on travaille proche de son domicile, plutôt des villes moyennes ou rurales. On est dans un monde où on consomme proche de son lieu de production, et on est dans un monde où il n'y a plus de résidence secondaire. On construit plus de maisons neuves et on optimise l'existant. Donc le concept même de résidence secondaire disparaît complètement. Voilà. Finalement, la neutralité carbone dans ce scénario, c'est un scénario possible. Je précise tout de suite que l'ADEME ne se positionne pas sur les 4 scénarios. On a voulu mettre ça, on a lancé ça en 2 ans de boulot, mais on l'a publié en novembre 2021 pour que la transition écologique rentre dans le débat électoral des élections présidentielles. Bon, je ne peux pas forcément dire qu'on y soit vraiment arrivé, mais en tout cas, voilà, on continue d'alimenter. On continue à essayer. Donc tout ce que je vous présente là, vous l'aurez sur transition2050.adem.fr. C'est un rapport qui fait 700 pages. Mais il y a un résumé. Voilà, il y a une synthèse qui fait 40 pages et il y a un résumé exécutif qui fait 12 pages. Donc voilà, donc si vous avez un peu de temps cet été... un quart d'heure à la plage, c'est voilà. efficace. Donc du coup, voilà, dans le scénario 1, génération frugale, c'est un moyen d'atteindre la neutralité carbone par des comportements individuels.
forts, qui sont soit imposés, soit volontaires. Mais voilà, c'est un vrai choix de société. Dans le scénario 2, on est un peu moins violent, mais on fait quand même des efforts, mais surtout on a cette approche partagée que vous mentionniez. C'est-à-dire qu'on va quand même baisser notre consommation de viande, mais pas par 3, mais par 2. L'habitat, au lieu de le réquisitionner, on va le partager. On va vraiment rentrer dans une notion d'économie de la fonctionnalité, pour prendre des termes techniques, mais habiter même à notre façon de vivre. On va peut-être passer à un mètre carré horaire. Il y aura un mètre carré qu'on possède, mais peut-être un peu moins, et un mètre carré horaire, mais qui lui sera infini et qui nous donnera accès à des choses, à des, je sais pas moi, des salles quand vous voulez faire une fête, une grande cuisine. Voilà, mais tout ça au moment où vous en avez besoin, pour la durée où vous en avez besoin, et puis le reste du temps, c'est des bureaux. Enfin voilà, on commence à penser différemment l'habitat, le résidentiel, plutôt que d'être dans une logique d'étalement urbain comme on est aujourd'hui. Donc on a cette approche partagée pour tout, et on est vraiment dans un monde un peu low-tech. Hein. C'est vous qui disiez ne pas faire quand ce n'est pas nécessaire. Et c'est ça le low-tech. Hein. Alors je ne sais plus qui disait, mais de toute façon on ne sait jamais qui l'a dit. On va l'attribuer à Churchill, ça marche en général. Mais voilà, c'est l'éloge du suffisant. Voilà. Et c'est vraiment ça le low-tech. Et on est dans ce monde-là, voilà, où on partage. Et dans ces deux scénarios, et ben finalement, on atteint la neutralité carbone avec nos puits carbone actuels. Parce que j'ai oublié de le dire, mais la neutralité carbone, c'est capter autant qu'on émet. Aujourd'hui, on émet plus de 450 millions de tonnes de CO2 par an en France. On en capture à peine 30. Voilà, donc on n'y est pas. Avec ces deux scénarios, on atteint la neutralité carbone grâce à la sobriété, qui encore une fois n'est pas l'austérité. Et vous l'avez très bien montré aujourd'hui. Et puis je pense qu'un exemple flagrant, c'est que la sobriété, par exemple, c'est sortir de l'usage individuel d'un véhicule. Je pense qu'arrêter de perdre notre temps et notre vie dans les bouchons franciliens, je pense qu'on va plutôt vers une amélioration de la qualité de vie. Donc voilà, la transition écologique, la sobriété, ça peut être désirable et aller vers une amélioration des conditions de vie. Je vais me faire taper sur les doigts si on passe pas aux deux derniers. Alors les deux autres, encore une fois, on ne prend pas parti. J'essaye d'être neutre dans la façon de les présenter, mais ce n'est pas toujours évident. Scénario 3. Technologie verte. Ah oui, important parce qu'on a vachement parlé de consommation numérique. Dans les 1 et 2, la consommation des data centers, elle est stable par rapport à aujourd'hui. Elle n'augmente plus. Voilà, elle est stabilisée. Donc on a une approche du numérique qui est complètement différente et les exemples que vous avez montrés étaient très parlants. Dans les scénarios 3 et 4, on mise sur la technologie. Le scénario 3, il est plus proche du monde d'aujourd'hui. C'est un monde de métropole, de croissance verte, de métropole en compétition pour gagner cette croissance verte. Là, effectivement, on consomme, on produit, mais on produit de façon décarbonée. Et dans le scénario 4, on est dans un monde qu'on appelle pari réparateur. On l'appelle pari réparateur parce qu'en gros, on ne change rien à nos comportements. Mais il y a deux technologies qui vont nous sauver. Ça s'appelle la séquestration de CO2 en sous-sol, le CCS, et ça s'appelle le DAX, le captage de CO2 dans l'air. Donc, toutes les usines qui vont produire toutes ces choses dont on a absolument besoin, eh ben, il y a deux technologies qui existent pas aujourd'hui. Le CCS, ça fait 20 ans qu'on en parle, ce n'est pas économiquement viable. Le DAX, on est à des stades de pilote. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle pari réparateur, parce qu'on ne change pas et on mise tout sur les technologies. Alors le but du jeu, ce n'est pas de faire voter qui croit au scénario 1, 2, 3, 4, c'est plus de présenter finalement les résultats communs. Et le résultat commun, alors là, c'est derrière ma tête, mais en gros, premier message, c'est qu'il faut des comportements techniques et ou humain, enfin, soit vous pariez sur l'humain, soit vous pariez sur la technologie, soit vous pariez sur les deux. C'est le cas des scénarios 2 et 3 qui sont un peu plus mesurés sur les deux jambes, sobriété et efficacité énergétique. En tout cas, il faut des changements de comportement forts. Le scénario tendanciel, il va dans le mur. Et c'est pour ça que j'étais très heureux de participer à cette table ronde aujourd'hui, parce qu'on voit des exemples. Et je pense que le monde de la culture, il a un rôle fondamental à jouer, parce que certes, vous pouvez déjà agir à votre niveau, et c'est ce que vous faites, et bravo. Vous pouvez également sensibiliser, parce que vous êtes un lieu social de grand public, et vous pouvez vraiment porter ça. Et puis le troisième point, c'est le scénario tendanciel va dans le mur, il faut des changements très forts, et il faut partir d'une page blanche. Et ça, le monde de la culture, les artistes, vous savez faire. L'habitude de partir des pages blanches. Exactement, on a besoin de votre créativité pour atteindre ce pari de la neutralité carbone. Et on a besoin de votre sens de la beauté pour la rendre désirable. Donc merci beaucoup à vous pour votre implication. Merci Raphaël pour ce mot de la fin.
Merci à tous. Je voulais juste sauver 4 minutes parce qu'en termes de chaleur, je pense qu'on pouvait éteindre tout parce que vous êtes très très nombreux. Et on se dit qu'il y a peut-être quelques questions. Donc j'ai négocié 2 questions. Donc ceux qui lèvent le bras le plus vite, voilà, c'est pour vous. Personne en fait. Aucune question? Non? Bah, ouais, tout le monde veut rester sur cette conclusion. Ah, là-bas. Et là-bas ensuite. Bonjour, alors moi j'ai une question pour l'ADEME. Alors j'imagine que les réponses existent en ligne, mais j'en profite d'être là pour avoir les réponses. C'est pour les scénarios 3 et 4. Vous parliez de captation de CO2, mais ce n'est pas le seul problème sur la crise écologique. Il y a les 8 autres limites planétaires. En 1 minute, que disent les scénarios 3 et 4 sur tout ce qui est effondrement de la biodiversité, pollution des sols, plastique, tout ça? Merci. C'est une question très pertinente. Je vais vous donner un exemple. Effectivement, on a la donnée de sortie, c'est la neutralité carbone, donc le CO2. Mais vous avez complètement raison que les choix qu'on fera, déjà, il faut les faire tous de façon très cohérente. On ne peut pas choisir une partie du scénario 1, une partie du scénario 4, sinon ça ne marche pas. Et l'impact environnemental des 4 scénarios n'a rien à voir. Si je prends juste l'exemple de l'eau, dans le scénario 3 et 4, on est dans une agriculture de plus en plus intensive par rapport au scénario 1 et 2. Donc la consommation d'eau, elle a un facteur de 2,5 entre le scénario 1 et le scénario 4. Donc vous avez complètement raison de regarder ces externalités qu'on doit arrêter d'appeler comme ça, parce que c'est juste notre planète, et effectivement de regarder les impacts environnementaux. Pour ça, donc je vous ai donné l'exemple de l'eau, je vous invite à regarder sur le site, parce que non seulement il y a ces rapports, mais il y a des feuilletons qui zooment sur ça. Et il y a un feuilleton notamment sur les métaux et sur un certain nombre de matières premières. Donc vous aurez d'autres exemples d'impact environnemental, mais effectivement, quand on mise sur la technologie, on fait appel beaucoup plus aux ressources que quand on mise sur la sobriété. Oui, merci beaucoup pour vos témoignages très inspirants. Une question, vous parliez de collectif tout à l'heure. Parfois, il est dur de faire bouger tout le monde sur des politiques communes. Est-ce qu'au niveau de la France, il y a des premiers petits pas de musées qui s'associent pour mettre en place des méthodes communes? Parce que parfois, on est plus fort à plusieurs. Alors moi je suis pas un musée, mais je vais répondre comme ça, on va pas polémiquer. Moi sur le territoire de Lyon, je vois des institutions culturelles qui travaillent ensemble. Alors c'est beaucoup le spectacle vivant dont moi je peux témoigner, de les voir travailler ensemble sur partager leurs outils d'éco-conception, partager leurs décors, partager. Enfin territorialement il se passe plein de choses, je pense. Vous pouvez compléter. Oui, on peut citer d'autres exemples. On a parlé des augures. Tout à l'heure, je crois que c'est toi, Mathieu. On fait partie, nous, mais avec une quinzaine d'autres institutions culturelles, privées, publiques, nationales, régionales. Un groupe de recherche qui va aboutir d'ici la fin de l'année sur des questions justement de développement numérique. Il y a aussi le groupe Scénographia avec 5 R pour réutiliser, réemployer, etc. qui est lui plus centré sur des questions d'éco-conception scénographique en tant que telle. Donc oui, des exemples existent, même si c'est sûr qu'il y a encore un gain de projet et qu'il est possible qu'on ne puisse pas totalement uniquement se contenter, pas du bon vouloir, parce qu'en l'occurrence c'est des initiatives très positives et volontaires, mais uniquement de l'engagement et de la disponibilité. On n'est pas tous égaux sur la capacité à se mobiliser par ailleurs les uns les autres. Mais il y a clairement des fils de solidarité pour rebondir, hein. Donc il y a le collectif des augures qu'on a cité, il y a plein d'acteurs qui le font et d'autres. Très rapidement, puisqu'il faut faire rapidement. Donc, Laure Ménétrier, je suis au conseil d'administration de DICOM France, donc le Conseil international des musées, section française. Donc, juste pour information, je ne sais pas qui posait la question, il y a un groupe qui a été constitué à ce sujet l'année dernière au sein d'ICOM France. Et il y a eu une soirée d'anthologie qui a eu lieu en janvier dernier à ce sujet. Je pense que c'est dispo en ligne, voilà, et qui permet justement de fédérer toutes les initiatives qui ont pu avoir lieu sur le territoire dans les différents musées. Et voilà, c'est assez intéressant en termes de partage d'expérience. Merci. Beaucoup d'instances de partage d'expérience. Peut-être un futur qui rejoint un des scénarios de l'ADEME.
que j'aime beaucoup, moi, qui est l'écologie industrielle territoriale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Palais de Tokyo, on est sur la colline des Arts. Il y a 11 institutions. On a lancé ce réseau l'année dernière. Si demain, on met nos ateliers en commun, on peut réaliser énormément d'économies, par exemple, sur les questions de production d'exposition. Et en plus, on peut en faire profiter des Fab Labs, des communautés de makers qui sont à côté. Alors, dans le 16e, ils ne sont pas très nombreux, mais quand même. En tout cas, c'est un concept intéressant au niveau territorial, les coopérations territoriales que vous citiez, Raphaël. Il y a énormément d'initiatives. On fera passer, on a relayé normalement beaucoup de choses. Si vous avez des initiatives que vous connaissez, n'hésitez pas à les relayer sur les réseaux sociaux. On essaiera de synthétiser tous ces éléments. Je voudrais dire un énorme merci à vous tous d'être venus et d'avoir partagé cette vision positive et désirable du changement qui nous attend. La montagne est un peu pentue, mais on voit le bout et le sommet. Merci à tous d'être venus écouter. Et je vais vous demander, s'il vous plaît, de libérer le plus rapidement possible cette salle pour que la conférence d'après puisse se tenir. Et vous pourrez attraper les conférenciers qui vont sortir par là aussi. Donc voilà. Merci beaucoup à tous.